Bonsoir à tous. Déjà, vous êtes nombreux dans la salle et c'est toujours à la fois un honneur et puis une joie de voir que les sujets comme la décarbonation, effectivement, mobilisent beaucoup et en particulier dans les plus jeunes générations. C'est un plaisir donc d'être avec vous. Je sais qu'il y a aussi du monde, je crois, à distance là. Donc, on va essayer de s'appuyer bien sur les diapositives que tout le monde voit. Voilà, donc les présentations ont déjà été faites. Quelques mots quand même pour situer le groupe ArcelorMittal, puisque mon rôle aujourd'hui, ça va être de présenter un cas concret parmi de nombreuses expériences en préparation dans la décarbonation. Et puis mon collègue ensuite vous donnera une vision beaucoup plus large, j'allais dire systémique, de l'enjeu au niveau de la France. Donc ArcelorMittal, c'est une des grandes entreprises qui produit donc de l'acier et à ce titre-là, donc qui a un certain nombre d'installations sidérurgiques et des mines de fer également partout dans le monde, avec une présence dans 16 pays du point de vue installation industrielle. Après, 60 pays, c'est plutôt du côté commercial, c'est moins significatif. 150 000 donc, employés dans le monde, en gros 60 millions de tonnes d'acier produits par an et un peu plus ou quasiment 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Puisque l'acier en gros se vend un peu plus que 1 euro le kilo, à peu près 1,2. La France, là-dedans, c'est en gros 10% déjà rien que le site de Dunkerque. On produit en gros 6 millions de tonnes d'acier et on est aussi à peu près 15 000, donc un dixième, un peu plus qu'un dixième de salariés par rapport à l'ensemble de l'effectif mondial. Et on est aussi particulier en France par la présence des sites de recherche et développement, puisqu'on a 3 sites de R&D, dont le plus gros et qui représente plus de la moitié des effectifs basés donc en Lorraine, à Mézières-les-Messes, à côté de Florange. Et évidemment, on produit beaucoup, c'est un marché européen, voire mondial, mais en gros, 73% de notre production sort de la France, avec aussi à peu près 75 et 3 quarts de la production faite sur ArcelorMittal France qui est consommée en France ou en Europe. Donc un marché européen essentiellement, mais avec des produits de niche qui peuvent aller plus loin, et donc quand même très international, très soumis aussi à la compétition. Ça croisera sûrement certaines des questions qui ont été soulevées dans l'introduction sur la compétitivité et la décarbonation ou l'acier vert dans cette compétition. Les clients, en gros, 3 marchés. Historiquement, le marché le plus important, c'était le monde de l'automobile. Ça reste un gros marché, quasiment 40% de la consommation d'acier sur nos secteurs va vers l'automobile, aussi bien les parties pièces visibles, type capot, etc., que les pièces plutôt en châssis, les aciers plus durs qui nous protègent notamment de l'écrasement dans les chocs en cas de choc contre un obstacle. Et puis un marché qui lui plutôt s'est développé, qu'on appelle industrie générale. On va retrouver dedans typiquement tout ce qu'on appelle l'équipement électroménager. On a encore dans nos réfrigérateurs, dans nos fours, un certain nombre de plaques d'acier, etc., qui représentent effectivement une part importante, mais aussi toutes les consommables que vous avez dans la vie courante. Des parties aussi que vous n'imaginez pas, par exemple dans les bâtiments, il y a quand même des pièces de structure qui sont rarement apparentes, mais qui effectivement représentent aussi un volume d'acier non négligeable. Et puis le troisième secteur, l'emballage, on connaît tous la boîte boisson ou la canette, mais c'est aussi évidemment tous les emballages type légumes, etc., longue durée, qui sont souvent faits encore en acier étamé. Une petite idée de l'empreinte industrielle pour la France. Alors je ne parlerai pas de l'usine de Marseille, qui est effectivement dans un cluster en tant que tel. C'est déjà une grosse usine, elle a sa propre autonomie quelque part au sein du groupe, évidemment. Mais là, c'est plutôt la moitié nord de la France, qui est donc avec un site à Dunkerque, qui est clairement le site un peu mère des autres, qui transforme effectivement le minerai de fer en acier déjà en coil à chaud. Et ensuite, en aval, vous avez le site de Mardic, le site de Florange, le site de Dèvres aussi, qui sont les sites directement clients de Dunkerque. Et encore en cascade, le site de Montataire, Mouzon et Bassane, qui sont eux-mêmes
desservis par les sites de Mardic et Florange. Donc bon, là, vous avez quelques précisions. Ce que vous pouvez retenir comme chiffre clé, c'est effectivement une capacité de 7 millions de tonnes de bram par an en acier à Dunkerque. Pourquoi j'insiste sur Dunkerque? C'est parce que là, c'est là que se joue la décarbonation, hein, dans la transformation dans le procédé industriel. L'essentiel du carbone, en fait, vient du charbon dans notre industrie. Et le charbon, c'est l'ingrédient, en fait, l'énergie qui est utilisée dans le haut fourneau, qui est vraiment la première grosse étape de transformation du minerai. On le désoxyde, on le réduit donc en fer pur, et on le liquéfie en même temps dans ce fourneau aujourd'hui. Et c'est là qu'effectivement qu'on concentre 95% de nos émissions carbone. Un dernier mot sur l'innovation et la digitalisation, parce qu'évidemment, dès qu'on est face à un défi de transformation assez profonde de nos procédés, comme représente l'enjeu de la décarbonation, l'enjeu de pouvoir s'appuyer, s'adosser sur des partenariats avec les écoles comme l'école des mines, et sur nos centres de recherche et de développement est clé. Donc pour ça, le fait qu'on ait plus de la moitié de la recherche mondiale de ArcelorMittal qui soit basée en France, c'est quand même un atout de proximité, de facilité d'échange. Et puis on a évidemment aussi, comme la plupart des industries aujourd'hui, un virage vers le digital, le numérique, avec typiquement 2 Digital Labs, donc un à Dunkerque, un à Florange, qui se veulent des lieux un peu de brassage entre des startups, et on peut héberger beaucoup de monde. Il y a encore de la place, j'allais dire, et puis évidemment des lieux de formation pour nos personnels, ainsi que des équipements un peu plus avancés sur aussi bien le big data, sur l'aspect plutôt quantitatif, mais aussi des outils type développement, comme on le voit là sur certaines photos, hein, de contrôle à distance, d'échange avec une vision rapportée en salle derrière, éventuellement à quelques centaines de kilomètres, qui nous permettent de faire appel à des experts un peu partout dans le monde. Nos valeurs et nos priorités, hein, donc la valeur numéro 1, et ça c'est une grande constante au fil des décennies, c'est la sécurité qui est notre premier driver, évidemment la sécurité du personnel d'abord, et évidemment aussi la sécurité des installations et des produits. La durabilité, et là évidemment ça s'est considérablement renforcé ces dernières années avec l'enjeu de la décarbonation et du changement climatique qui est devenu évident et très, très présent, très fort, sachant qu'on n'abandonne pas pour autant les enjeux plus historiques liés à l'environnement, l'émission de poussière, les déchets, les pollutions, la lutte contre les pollutions de l'air, de l'eau, qui sont évidemment toujours en cause quand on est sur des procédés industriels, en particulier dans les industries de procédés ou industries lourdes, comme vous l'avez dit dans l'introduction. La qualité, avec beaucoup d'innovation toujours aussi du point de vue client. Et leadership, je pense que la décarbonation sera une occasion aussi à l'échelle du groupe de continuer à l'incarner. Alors, ça c'était pour introduire brièvement l'entreprise. Maintenant, le programme de décarbonation, il s'inscrit aussi évidemment dans la durée. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'on insiste déjà sur toutes les filières de circularité finalement et de recyclage ou de valorisation qu'on avait faites depuis des décennies. Alors, par exemple, le haut fourneau, quand il transforme le minerai de fer en fonte, il a aussi évidemment un déchet qui sort liquide qu'on appelle du laitier. Et ce laitier, effectivement, depuis longtemps, est valorisé au sein de nos collègues, notamment cimentiers, puisque c'est un substitut à des produits carbonés pour eux. Et de toute façon, comme chez nous, c'est un produit fatal, quelque part, induit par le process. Il n'amène pas d'émissions de CO2 supplémentaires en concurrence des alternatives qu'ont les cimentiers. Donc ça fait longtemps qu'il est valorisé et utilisé dans la chaîne de fabrication du ciment. Le gaz, alors je vous avais dit qu'on consomme beaucoup de charbon. On est une des rares ou dernières industries qui est encore basée fondamentalement sur le charbon comme énergie primaire. Par contre, on a appris avec le temps à l'utiliser bien. C'est-à-dire que c'est finalement la seule énergie qu'on utilise aujourd'hui. Quand on a besoin de chauffer ou de capacité de chauffage, ce sont les gaz, quelque part sidérurgiques, qui sont aussi des coproduits du haut fourneau, de la scierie, de la coquerie, qui servent à chauffer nos fours. On n'achète quasiment pas de gaz naturel aujourd'hui.
Et quand on a besoin d'électricité, typiquement pour nos compresseurs, pour comprimer l'air qu'on va injecter dans les fourneaux ou pour mettre en branle les laminoirs, les puissants cylindres quelque part qu'on utilise pour écraser l'acier, c'est toute l'électricité qu'on produit nous-mêmes dans une centrale thermique où on brûle les gaz excédentaires de nos procédés. Donc finalement, la seule énergie qui rentre, c'est le charbon. Tout ça a été fort efficient, même si on a évidemment encore fait beaucoup de chemin ces dernières décennies. Mais je pense que là, on touche un peu les limites en termes d'efficacité énergétique par rapport à nos installations, en tout cas dans les grands ordres de grandeur. Le gros inconvénient, c'est que l'énergie primaire étant le charbon, ça faisait autant de CO2 à la sortie. Et vous pouvez retenir un chiffre, hein, quand on produit 1 tonne d'acier, en moyenne, en Europe, on produit aussi 1,8 tonnes de CO2. Donc ça explique aussi pourquoi on représente un des plus grands gisements de progrès dans l'activité industrielle en France. Et effectivement, on a pu avoir le soutien rendu public il y a peu, enfin cet été pour l'Europe et ces tout derniers jours pour le gouvernement français, en termes d'aide à faire notre chemin de décarbonation, parce qu'avec un ou quelques projets, on peut avoir tout de suite un impact qui se voit à l'échelle du pays. Bon, évidemment, derrière ça, il y a des processus de boucle d'amélioration continue, Responsible Steel, un peu comme les labellisations ISO qu'on connaît déjà dans un certain nombre de domaines, y compris énergie avec l'ISO 50001. C'est, on va dire, notre véhicule, notre méthode, on va dire, de suivi un peu permanent de progrès continu et dans toutes les dimensions de la durabilité. Maintenant, je vais focaliser sur la décarbonation. On avait fait déjà, l'industrie, vous le savez peut-être, on reste parmi les grands émetteurs de gaz à effet de serre et de CO2 en particulier. Pour autant, sur les dernières décennies, c'est aussi le secteur qui a fait le plus de progrès en termes de réduction de son empreinte carbone. Et quand on a fait un peu la photo par rapport à l'engagement européen qu'on appelle Fit for 55, donc encore de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en base 1990 et à horizon 2030, il nous restait en gros 35% du chemin à faire. Et c'est l'objectif que le groupe s'est donné sur le jalon 2030 à l'échelle de l'Europe. On s'est donné un objectif aussi à l'échelle du monde, plus modeste, de 25% de réduction, aussi parce qu'on est convaincu que la maturité et les capacités que le groupe va avoir à trouver les soutiens en Europe pour faire ce chemin plus vite, on va dire, en Europe, est là. Et on a de toute façon un engagement à la neutralité carbone à horizon 2050, comme maintenant un grand nombre d'entreprises et de secteurs. Mais 35% de réduction à horizon 2030, quand on veut transformer un secteur industriel, c'est demain. Et donc on doit faire un saut de quasiment diviser d'un tiers nos émissions en un coup. Donc ce n'est pas du progrès continu qui va nous permettre de faire ça, c'est vraiment un projet de transformation radicale de nos procédés. Et on va actionner pour ça 3 leviers, hein, puisque 2030, ça représente un deuxième défi, c'est qu'il faut que ce soit des solutions matures. On ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui, on va essayer un truc qui n'est pas encore industriel, et puis si ça marche, on le déploiera. Oui, on pourra faire ça, mais ce sera après 2030. Donc on a des procédés qui sont effectivement plus en phase expérimentale, mais qu'on place plutôt en termes d'impact industriel et de résultats au-delà de 2030. Et pour 2030, on est allé vers des solutions, ce qu'on appelle les technologies éprouvées. Alors vous verrez qu'elles représentent quand même une part d'innovation non négligeable, mais ça fait partie du réalisme, on va dire, nécessaire industriel si on veut être au rendez-vous maintenant dans presque 6 ans, quoi, hein. Alors c'est quoi les 3 leviers qu'on a? Le premier, la circularité de l'acier ou du fer. Vous le savez sans doute, l'acier est recyclable à l'infini. C'est un matériau, quand on le fait fondre, il est quasiment prêt pour un nouvel usage. Alors évidemment, on rajoute quand même à chaque fois, je dis de manière un peu simple, du sel et du poivre en fonction de ce que veut le client. Et ce sel et le poivre, évidemment, fait toute la différence dans le comportement mécanique et éventuellement ses propriétés physico-chimiques dans l'acier, mais c'est quand même à chaque fois autour de 99% de fer, hein, l'acier. Et donc on peut recycler beaucoup plus qu'on ne le faisait historiquement. Et on a actionné déjà ce premier levier avec un investissement fait l'année dernière
de, en gros, 60 millions d'euros sur l'usine de Dunkerque. Et il y en a eu un du même genre d'ailleurs sur l'usine de Marseille, de Fos. Et rien que ça nous permet déjà de baisser de 8% l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça représente donc un gain de à peu près 1 million de tonnes de CO2 par an. Je pourrais développer ça tout à l'heure si vous voulez. Mais c'était le mécanisme le plus simple, puisqu'on n'avait pas besoin de transformer notre appareil industriel pour ça. On a une réserve thermique, en fait, avec la fonte qui vient du haut fourneau. La fonte, c'est aussi, évidemment, 95% de fer, mais il y a 4,5% de carbone lié au fait que le fer liquide a baigné dans du coke et dans le haut fourneau, et donc il est saturé en carbone. Ça lui amène une composition assez stable de carbone, et on doit brûler ce carbone dans l'étape d'après. En le brûlant, ça émet évidemment du CO2, ça fait partie des inconvénients de la filière au fourneau, mais ça peut faire fondre effectivement une quantité non négligeable d'acier usagé post-consommation. Et donc c'est ce levier qu'on a poussé l'année dernière en doublant la logistique, notre capacité d'approvisionnement en acier usagé pour cette première étape. La deuxième, je vais y revenir juste après parce que c'est le cœur de notre projet aujourd'hui et c'est celui qui sera effectivement plus en lien avec le thème de ce soir. Je dis un mot quand même du troisième, c'est-à-dire que le deuxième, en gros, c'est de dire comme on ne va pas pouvoir tout faire avec de l'acier usagé, on va continuer à devoir réduire du minerai de fer et plutôt que le faire avec du charbon, il faut trouver une autre énergie. Et il y a un procédé qui existe pour ça s'appelle la réduction directe. Et pour ça, on peut utiliser aussi bien du gaz naturel qui va être craqué, ou encore mieux, de l'hydrogène, où là, il n'y a plus de carbone du tout dans la formule, si on prend de l'hydrogène décarboné, évidemment. Mais donc ça, c'est ça que je vais développer juste après. Ces deux procédés-là permettent de continuer de produire de l'acier, mais en émettant pas ou très peu, on va dire, de CO2 à la racine. En gros, on pense qu'on peut diviser par 4, peut-être par 5, nos émissions de gaz à effet de serre comme ça dans le procédé intrinsèquement. Et on pense quand même que si on veut aller à la neutralité carbone, il faudra mettre en œuvre un troisième levier qui est commun à d'autres industries, que vous avez déjà cité dans l'introduction, qu'on appelle le captage et le stockage, typiquement dans les couches géologiques, du CO2 résiduel, ou éventuellement lui donner une deuxième vie, une fois qu'on a séparé le CO2 du reste de nos fumées ou de nos gaz sidérurgiques, de le recombiner, moyennant beaucoup d'énergie, dans un e-carburant ou un e-fuel, ce qui évidemment peut aussi, dans ce cas-là, éviter d'aller en chercher davantage fossiles dans nos sous-sols. Donc, sur la circularité de l'acier, donc effectivement, on a déjà réalisé ce premier investissement qui consiste à doubler le volume d'acier dans nos process. Et sur le troisième levier, comme ça après je me concentrerai sur le deuxième, on est plutôt là pour le coup encore en phase d'expérimentation de certaines technologies et puis on va dire de faisabilité. On pense que ça viendra quand même plutôt après 2030, en tout cas dans les grands volumes. Sachant qu'il y a 3 étapes. La première qui nous concerne très directement, c'est capter, c'est-à-dire séparer le CO2 du reste du gaz sidérurgique ou des fumées. Et c'est là où on a effectivement un démonstrateur que vous voyez en photo ici sur le site de Dunkerque également. Il utilise en fait un procédé innovant, démixant, et aussi une amine d'une formule un peu particulière. Le but étant d'être plus économe. On pense pouvoir économiser jusqu'à 30% de l'énergie nécessaire pour faire ce procédé, parce que c'est un procédé où en fait l'amine capte, si on fait barboter le gaz dans l'amine, elle capte le CO2, elle libère donc des fumées lavées de leur CO2 qui peuvent aller aux petits oiseaux sans avoir d'effet sur le climat. Et après, évidemment, ces amines sont saturées en CO2, il faut donc les régénérer, et c'est un cycle thermique qui permet, en les réchauffant, qu'elles libèrent, mais dans une autre enceinte, le CO2. Et là, du coup, on peut avoir 2 tuyaux, on va dire, à la sortie, un avec les fumées sans CO2 et l'autre avec du CO2 quasiment pur. C'est ce CO2 quasiment pur qu'on peut, ou bien ensuite, liquéfier, charger dans des bateaux et aller stocker dans les couches géologiques. Typiquement pour Dunkerque, on envisage plutôt sous la mer, avec la mer du Nord où il y a des sites qui sont tout à fait à même d'accueillir ce genre de CO2 gazeux. Ou alors, on peut même envisager, si c'est des gros volumes et dans la durée, un pipeline, tout comme on a des pipelines aujourd'hui dans l'autre sens qui amènent du gaz.
Il y a d'autres procédés concurrents, évidemment, aux amines, et on regarde ça de manière un peu agnostique, hein, en tant que futur, quelque part, utilisateur de ces technologies. Mais bon, ça ne nous empêche pas de tester effectivement certaines innovations pour voir si elles peuvent faire la différence. Et alors maintenant, je vais développer l'axe réduction directe. Alors vous voyez ici, en quelques photos sur la moitié haute de la page, ça c'est le procédé sidérurgique actuel. Ça veut dire qu'on rentre dans le fourneau du minerai, et souvent du minerai déjà pré-mâché, j'allais dire, hein, donc de l'aggloméré ou des boulettes même, qui sont du minerai de fer préparé. Du charbon qu'on peut injecter à peu près pour moitié directement, comme du charbon pulvérisé en poudre quelque part, hein. Et puis l'autre moitié, on va le mettre sous forme de coque, c'est-à-dire du charbon qui a été lui aussi pré-traité, sans le cuire, cuit mais sans le brûler, parce que si on le brûlait, évidemment, on n'aurait plus la valeur calorifique, mais qui apporte des propriétés mécaniques, puisque, comme vous voyez, il y a des petits traits là, noirs et rouges, qui représentent en fait les couches successives de coque et de minerai de fer préparé, et c'est tout un process qui a des centaines d'années. Il date même, on va dire, les premiers débuts, c'est dans la préhistoire, puisque l'âge du fer, c'est le début de l'histoire de ces hauts fourneaux-là, hein, qui est donc un procédé maintenant bien rodé, avec donc le gaz qui se transforme très vite en CO à l'entrée, à la base plutôt du fourneau, et qui remonte, la matière qui descend, et à la fois on fait la désoxydation, ils arrachent les atomes d'oxygène dans le minerai de fer, et ensuite, vu l'apport thermique qu'il y a en même temps, on fait fondre, on rend liquide toute la matière et on récupère donc la fonte liquide. À côté de ça, on va donc combiner de l'acier usagé dans l'étape suivante, qui est le convertisseur, où on va à la fois brûler le carbone résiduel de la fonte et en même temps avec ça faire fondre le fer. Et là, on va obtenir pour la première fois de l'acier liquide, avec une chimie qui est déjà ou bien exactement celle que veut le client, ou en tout cas pas loin. Et on va ensuite passer à la métallurgie secondaire, où là, éventuellement sous vide ou pas, on va rajouter les derniers composants pour atteindre les ppm visés par chaque client. Et là, c'est à la coulée, donc l'unité, c'est 300 tonnes. Chaque coulée fait de l'ordre de 300 tonnes. Et elle a une chimie exactement conforme à ce que veut chaque client. Et ensuite, la dernière étape ici de l'acierie, qui se passe à Dunkerque, c'est on va solidifier cet acier. Il y en a dans la salle qui ont pu y passer un peu de temps. Effectivement, l'enjeu là, c'est purement de refroidir par le biais de moules et ensuite de rouleaux tout un ruban d'acier, et jusqu'à temps qu'il soit solide à cœur. Et là, on va pouvoir découper et faire des pavés d'acier qu'on appelle des brames. Et là, vous avez un exemple en photo d'une brame en train de se faire découper à la sortie de la coulée continue. Et donc, une brame, c'est plutôt de l'ordre de 20 tonnes, l'unité qui va ensuite être laminée et devenir une bobine d'acier que vous voyez parfois sur des trains. Donc ça, c'est la filière historique. La nouvelle filière qu'on se prépare à mettre en place à la fois à Dunkerque, mais pas que, hein, c'est un projet évidemment mondial, la décarbonation, mais a fortiori, en termes de projet pilote, c'est européen. Donc on a des projets très proches entre l'usine de Gand en Belgique, l'usine de Dunkerque en France et les usines allemandes de Brême, en partenariat, j'allais dire, avec une usine qui est plus à l'intérieur des terres, Eisenhüttenstadt, qui est sur la frontière germano-polonaise. Évidemment, d'autres usines suivront, mais c'est ces sites que je viens de citer qui sont, on va dire, la première vague pour la transformation industrielle liée à la décarbonation en Europe. Donc elle consiste à avoir une unité de réduction directe. Vous avez une photo à côté. Donc quand je disais que c'est des technologies éprouvées, c'est que des unités comme celle-là, si on a des photos, c'est que ça existe dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup en Europe. Il y en a une à Hambourg. Mais souvent, elles étaient implantées là où il y avait, paradoxalement, beaucoup de gaz ou de pétrole, puisque de base, elles ne consomment pas du charbon, mais du gaz naturel. Et le principe est un peu le même que le haut fourneau, c'est-à-dire qu'on charge la matière par le haut, on injecte le gaz par le bas, et on fait la réduction du fer, donc la désoxydation, dans l'enceinte. On récupère un fer pur, mais encore solide, qu'on appelle Direct Reduced Iron, DRI, à la sortie. Et lui, on va ensuite l'amener dans un four électrique, en l'occurrence
pour Dunkerque, ce serait 2 fours à arc électriques qui, par l'énergie électrique, vont l'amener à l'état liquide. Donc ces 2 opérations-là font un peu le job du haut fourneau anciennement, avec déjà quand même une part de ce que faisait le convertisseur, puisqu'on a un acier ici déjà simple, mais conforme à certaines spécifications clients à la sortie de là, et on peut finir le travail dans la métallurgie secondaire existante. Donc ça, cette nouvelle filière, c'est celle qui est la clé de notre projet actuel qu'on veut mettre en place d'ici 2030, même à horizon d'un démarrage plutôt en 2027 aujourd'hui. Et c'est ça que je vais ensuite développer du point de vue projet. Alors, qu'est-ce qui est innovant dans cette filière? Puisque le four à arc électrique, ça existe, il y en a déjà en France, ailleurs, et évidemment ailleurs en Europe aussi. Le DRI, je vous ai dit qu'il y en avait un en Allemagne et beaucoup dans d'autres pays dans le monde. Ce qui est nouveau, c'est qu'ici, on dit le gaz naturel, c'est bien, mais si on pouvait quand même aller plus loin que passer du charbon au gaz naturel, même si en soi, ça représente déjà un gain très significatif en décarbonation, on dit, est-ce qu'on ne peut pas aller à l'étape d'après, c'est-à-dire substituer l'hydrogène au gaz naturel, puisque l'hydrogène est tout à fait à même de désoxyder le minerai de fer, il a toutes les qualités pour ça. Le seul inconvénient de l'hydrogène, c'est qu'il coûte cher quand il est décarboné, parce qu'évidemment, ce n'est pas de l'hydrogène gris qui va être intéressant ici, sinon on va régénérer autant de CO2 dans la fabrication d'hydrogène que ce qu'on va économiser après. Donc l'enjeu, si on met de l'hydrogène, c'est de mettre un hydrogène basé sur de l'électrolyse. Après, nous, on est agnostique sur l'électricité ou la nature de l'électricité, du moment qu'il est décarboné, ça nous va. Donc il peut être éolien, solaire, nucléaire, du moment qu'il ne ramène pas une nouvelle facture CO2, on est évidemment intéressé. Mais aujourd'hui, l'équation de prix sur l'hydrogène, évidemment, est assez encore difficile à équilibrer par rapport à un gaz naturel avec les prix de marché d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier enjeu. En tout cas, on a conçu une solution de DRI qui peut marcher avec les deux, ce qui permet de ne pas être prisonnier du gaz naturel. Après, il y aura des défis techniques le jour où on veut aller à 100% d'hydrogène dans la cuve du DRI, parce que ça n'existe pas. Pour être très clair, le plus gros niveau d'hydrogène qui a été injecté dans un DRI dans le monde, ça s'est fait chez ArcelorMittal, mais c'est au Canada, et c'est 7% aujourd'hui, 7% de l'énergie. Donc on est encore loin des 100%. Les fournisseurs de technologie nous disent jusqu'à 30%, aucun problème, 50%, ça devrait passer. Après, ça devient nettement plus technique, enfin, en termes de process, parce qu'évidemment, moins il y a de carbone dans le gaz, moins il y aura aussi de carbone dans le fer qui arrive en bas, et donc qui se réoxyde très vite, très facilement. Et ça peut être un défi pour la tenue du process, pour ne pas travailler à vide et voir le fer se réoxyder trop vite juste derrière. Et puis, le four à arc électrique, lui aussi, il y a des défis. Donc ça, dans la sidérurgie, on connaît très bien les fours à arc électrique, mais plutôt pour d'autres segments de marché. Des aciers qu'on dit les produits longs. C'est des aciers souvent, entre guillemets, sans faire de déconsidération d'une catégorie d'acier pour une autre, mais c'est des aciers plus faciles, plus tolérants en termes de résiduels. Finalement, les aciers les plus exigeants sont souvent des aciers où le fer est très pur. Or, le four à arc électrique, par exemple, a des contacts avec l'atmosphère, avec l'air, un peu intrinsèques, et donc il y a des reprises d'azote qui sont pas faciles à maîtriser dans cette filière, alors qu'on peut arriver à parfois 10 ppm d'azote si le client le veut, avec la filière convertisseur. Donc c'est très technique ce que je vous raconte là, il faut peut-être que je vous égare pas trop quand même dans le cours sur la sidérurgie, mais il y a des défis pour adapter à nos carnets les plus exigeants ces outils qui évidemment sont déjà bien connus. Alors un petit film qui va vous résumer tout ça si c'était un peu trop d'informations en un coup. Pour lutter contre le réchauffement climatique et maintenir l'activité industrielle de production de l'acier en France, ArcelorMittal s'est engagé à réduire ses émissions de CO2 de 35% en Europe d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour remplir ces objectifs, ArcelorMittal va mettre en place sur son site de Dunkerque un projet de production d'acier à basse émission de CO2.
Aujourd'hui, pour produire de l'acier, il est nécessaire d'associer du minerai de fer et du charbon dans un haut fourneau pour obtenir de la fonte. Cela génère un volume important de gaz et notamment de CO2. Cette fonte liquide est ensuite mélangée avec des aciers recyclés dans un convertisseur pour produire de l'acier. Demain, le futur procédé produira un minerai de fer pré-réduit dans une unité de réduction directe avec du gaz de moins en moins carboné. Celui-ci remplacera l'usage du charbon. Ce minerai de fer ainsi obtenu sera mélangé à de l'acier recyclé en très grande quantité, puis fondu dans des fours électriques. Au final, l'acier produit sera le même que celui d'aujourd'hui, mais la production de la nouvelle tonne d'acier aura généré l'émission de 0,5 tonnes de CO2 contre 1,8 tonnes aujourd'hui. Pour résumer, le projet permet plus de recyclage d'acier, moins d'émissions de CO2, la mise en place d'une nouvelle filière d'élaboration de l'acier s'appuyant sur la technologie de réduction directe du fer combinée à l'utilisation de fours électriques, le remplacement du charbon par le gaz naturel et à terme un mix gaz-hydrogène ainsi que par de l'électricité. À cette fin, ArcelorMittal France mène ce projet avec RTE et GRT Gaz. Le coût total du projet s'élèvera à plus de 1,4 milliard d'euros. Le challenge du projet est de développer cette nouvelle filière d'élaboration de l'acier tout en maintenant la production. Il s'agit ainsi de bâtir une unité de réduction directe et 2 fours à arc électrique. La transition s'opérera progressivement. En 2027, le site conservera une coquerie, une chaîne d'agglomération sur 2, un haut fourneau sur 3 et bien sûr son aciérie pour produire les 6,8 millions de tonnes de bran. Ce projet, c'est aussi des femmes et des hommes engagés qui contribueront à la réussite de cette révolution industrielle. Le projet permet de franchir une nouvelle étape majeure sur la voie de la sidérurgie décarbonée en France et de maintenir l'activité et l'emploi liés à la production de l'acier. Il se place au cœur de la dynamique dunkerquoise de construction de l'industrie de demain. Voilà, tout est dit en 3 minutes finalement. Et puis vous avez une belle petite page de pub pour Dunkerque à la fin. Donc bon, vous avez compris, donc il y a des installations qui s'arrêtent puisqu'on les remplace par les nouvelles, il y en a qui se maintiennent, et puis il y en a qui seront ralenties quelque part, puisqu'on va baisser l'allure du dernier au fourneau qu'on aura, même si on ne l'arrêtera pas encore pour ce coup-ci. Mais même comme ça, donc on peut effectivement réduire de plus de 35% nos émissions de gaz à effet de serre en France, rien qu'avec ce projet-là. Les chiffres clés, donc ceux que je n'avais pas encore développés, c'est effectivement l'aspect économique. Donc il y a des investissements majeurs. Hein. Quand on parle d'1,4 milliard d'euros, ça c'est le premier chiffrage qui avait été fait. On est toujours optimiste au début. Hein. On n'en communique pas d'autres, mais je peux vous dire que c'est un minorant. Le deuxième, 1,8 tonnes qui descend à 0,5. Alors ceux qui calculent un peu rapidement, ils vont dire mais pourquoi vous parlez de 35 ou 40% de réduction? On divise par 3 là. Oui, on divise par 3 sur la nouvelle filière, mais vous aurez compris aussi qu'avec ça, on vise de produire en fait 4 millions de tonnes d'acier vert, c'est-à-dire avec une très faible empreinte carbone. Mais évidemment, sur les 6,8, il en reste 2,8 qui sont produits par la filière historique. Et donc c'est l'équilibre des deux qui nous amène plutôt à 40% de réduction sur la filière totale. Et les emplois, c'est pas de la destruction d'emplois, c'est pas non plus vraiment de la création, c'est de la pérennisation quelque part de l'emploi, puisqu'on remplace des installations par d'autres. Mais au final, ça permet effectivement d'avoir la dynamique sur la scierie qui est maintenue. Et effectivement, l'aspect humain, je pense qu'on y reviendra peut-être aussi dans les questions tout à l'heure, et puis dans la vision plus large faite par Eric, c'est aussi un défi majeur dans notre transformation. Il y a évidemment un défi déjà en termes de projet, parce que 1,4 milliard d'euros ou plus en quelques années, on n'a pas vécu ça dans la sidérurgie depuis qu'on a construit les usines de Fos et de Dunkerque il y a 60 ans. Donc après, on était dans des investissements qui étaient parfois de 100 millions d'euros par an, régulièrement de 100 millions d'euros par an, mais là, plus de 1 milliard, voire plus. Clairement, ça, on n'est pas spécialement préparé. On est face à un défi dont on est bien conscient qu'il demande d'aller chercher des compétences nouvelles, y compris des gens qui savent mener des projets de cette taille.
Et c'est là qu'évidemment, on est toujours ouvert à s'enrichir d'expériences et d'expertise dans ces domaines pour pouvoir rapidement, on va dire, franchir la learning curve là, que vous connaissez tous de vos cours de management. Et puis, au-delà de ça, c'est évidemment un défi pour les personnels présents, puisque vous avez compris qu'il y a quand même toute une partie des opérateurs en poste, des techniciens de jour, qui aujourd'hui sont sur une filière historique et qui vont devoir apprendre une nouvelle, sachant que pour voir des outils similaires, il faut faire un peu de route, hein, aller à Hambourg, au bas mot, et éventuellement dans d'autres continents pour voir les outils les plus récents qui ressembleront à ceux qu'on va mettre en place. Voilà, donc un très beau défi, un challenge évidemment pour l'ensemble de nos équipes, mais c'est vrai que c'est extrêmement riche, à la fois du point de vue technique, intellectuel, j'allais dire, et aussi humain et du point de vue de l'investissement. Où est-ce qu'on en est exactement à aujourd'hui? Alors pour ceux qui sont familiers un peu du langage des projets, on a fini ce qu'on appelle l'avant-projet sommaire ou le pré-feed. On a commencé le feed, donc l'avant-projet détaillé, et il va s'étaler en gros jusqu'à la fin de l'année prochaine. Le but étant, à la fin 2024, de pouvoir enclencher l'exécution, à proprement parler, avec ce qu'on appelle encore le detail engineering, des achats, de la construction, donc qui vont s'étaler sur 2025-26, et un démarrage des installations en 2027, vu de maintenant. Voilà, donc c'est déjà une belle équipe, hein. Rien que sur Dunkerque, il y a une quarantaine de personnes dédiées là, sur le projet, sachant qu'évidemment, comme il y a des projets similaires en Belgique et en Allemagne, on a une équipe européenne aussi qui, quelque part, coordonne, en partie supervise et s'assure de l'homogénéité des approches, de faire la somme des bonnes idées entre tous les sites, parce qu'il ne s'agirait pas d'inventer de solutions différentes alors que le défi est le même dans les différents sites européens. Voilà, j'ai à peu près tenu la demi-heure. On remercie M. Deneville. Donc, je vous invite à garder les questions pour la fin. Donc, on va passer d'abord à la présentation de M. Berger. Pendant que ça se met en place, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je représente le Shift. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le Shift ou son fondateur, qui est Jean-Marc Jancovici. Voilà. Donc, nous, je rappelle qu'on est un think tank. Donc, on est là pour produire de l'analyse de la matière, pour essayer d'influencer, pour pousser à une économie décarbonée. Voilà. Donc, on n'est pas spécialiste de chaque secteur. La présentation que tu as faite est plus pointue que ce qu'on serait capable de faire. Mais notre valeur ajoutée, c'est d'être capable d'apporter une approche systémique et de voir si les choses, pour faire simple, rebouclent. Et notre approche n'est pas monétaire, même s'il va m'arriver dans la présentation de parler un petit peu d'argent. On regarde un problème physique sous l'angle physique. C'est-à-dire que toutes les études qu'on a faites mesurent les tonnes d'acier, les tonnes de minerais, les quantités de gaz, de pétrole, les quantités de main-d'œuvre disponibles. C'est ça l'approche du Shift. Alors on vous dit, mais c'est évident. Non, mais ce n'est pas évident. Moi, je viens du monde de l'entreprise et on utilise le signal prix comme une sorte de synthèse facile qui permet de prendre des décisions. Là, cet aspect rebouclage qui nous amène pas mal à parler de planification est un aspect absolument fondamental qui m'a été difficile. Moi, j'ai 30 ans d'industrie. Quand j'ai commencé à collaborer avec le Shift, ça a été une espèce de rééducation mentale que j'ai dû faire. Je vous le dis. Voilà, donc tous nos travaux sont disponibles sur Internet, c'est d'intérêt général. Voilà. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui sont des shifters parmi les jeunes? Ou les moins jeunes d'ailleurs, excusez-moi, même les... Voilà. Les shifters, il y a le think tank, il y a l'association des shifters, ce sont des soutiens du Shift. Là, on peut y être adhérent à titre individuel. Et aujourd'hui, il y a plus de 20 000 adhérents à l'association des shifters. Vous pouvez en faire partie si vous voulez. Donc, on est un think tank d'ingénieurs, non idéologique. Donc, on fait plein de publications. Je vais sauter pas mal de slides parce que sinon, je vais vous saouler pendant plus d'une heure. Voilà. Donc, juste pour dire qu'il existe des versions grand public de nos publications, il y a la fameuse BD de Janco, qui a été le livre le plus vendu en 2022 en France, ce qui est absolument incroyable. Mais le plus intéressant, c'est quand même les solutions qu'on a résumées dans ce livre grand public chez Odile Jacob. On en a vendu 100 000 exemplaires. On pensait en vendre 2000, surtout à nos parents ou enfants, mais on a eu un petit peu de succès. Alors,
le rapport qu'on a fait sur l'industrie, la synthèse s'appelle « Comment décarboner l'industrie sans la saborder ». Parce qu'il se trouve qu'on s'est beaucoup désindustrialisé en France depuis une trentaine d'années. Je suis industriel, donc je l'ai vu de mes yeux vus. C'est quelque chose d'assez effrayant. Et l'industrie, en France, c'est 20% des gaz à effet de serre. Pas que le CO2, il y a aussi d'autres choses. C'est beaucoup d'emplois, mais beaucoup moins qu'ailleurs, malheureusement. Maintenant, c'est un peu moins de 12% des emplois. En Allemagne, on est plus proche de 20% des emplois. Et surtout, c'est un déficit commercial en 2022 qui a atteint la somme astronomique de 85 milliards. Au total, notre déficit commercial a été de peu plus de 170 milliards, je crois. Donc c'est juste absolument sidérant. Donc c'est facile de décarboner en arrêtant tout, et en important, mais ce n'est pas l'objectif. C'est pour ça que le rapport s'est intitulé comme ça. Alors, je ne vais pas revenir sur la présentation qui a été faite avant, elle est super. Et je suis très admiratif d'ailleurs de les initiatives qui sont prises par ArcelorMittal, parce que la France, vous allez le voir dans la présentation, est assez en pointe en Europe. Mais je vais plutôt revenir sur des choses qui font que la somme des plans proposés par tous les industriels ou toutes les filières ne fait pas un plan. C'est-à-dire quand on fait la somme de tout, ça ne marche pas, ça ne reboucle pas. Et vous allez sortir avec quelques notions qui vont permettre de dire, tiens, est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis, que je vais rejoindre, a des plans qui tiennent un peu la route ou ils sont complètement à côté. Alors d'abord, aux chiffres, on parle souvent d'une double contrainte carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir décarboner, pas juste parce qu'on a besoin de ne pas dépasser, de monter, on est à 400 ppm de CO2, si on monte à 500, 600, ça sera catastrophique. Mais on a aussi un problème qui est le suivant. C'est que les outils de la décarbonation vont nécessiter beaucoup d'énergie, notamment fossile, pour forger les outils de cette décarbonation. Les panneaux solaires, les fibres carbone qui sont dans les pales d'éoliennes aujourd'hui, qui sont gigantesques, nécessitent beaucoup d'énergie, et on ne peut pas le faire avec juste des panneaux solaires. Il va falloir forger ces outils tout de suite. Or, on a atteint, ça c'est une étude qu'on a faite, alors c'est une étude que je vous engage à aller voir, il y a la même sur le gaz. On a eu accès au Shift, à des conditions incroyables, à la base de données utilisée, qui s'appelle Richtat, qui est utilisée par tous les pétroliers du monde entier. Si vous voulez. En gros, ils donnent leurs données, et ils ont du coup accès aux données de tous les autres pour se forger des stratégies à long terme. Et on a eu accès à ça pour des conditions incroyablement pas chères, et on a mis des anciennes Total dessus pour l'exploiter. Donc on a notre propre vision à terme de ce qui va se passer. Et ce qu'on voit, c'est que vous voyez qu'on a atteint, en fait, ce que vous voyez ici, tout ce qui est rouge et assuré, ce sont des pétroles non conventionnels. Donc vous voyez en fait qu'on a atteint le peak oil conventionnel autour des années 2000, entre 2010 et 2018. Et en fait, la production de pétrole n'a augmenté avant qu'elle ne s'effondre ici que parce qu'on s'est mis à produire des pétroles non conventionnels. Est-ce que vous savez qui est le premier producteur de pétrole au monde aujourd'hui? Vous l'avez ici, ce sont les États-Unis. Le premier exportateur, c'est l'Arabie Saoudite, mais le premier producteur, c'est les États-Unis, à cause de ces pétroles de schiste. Et ils ont permis à l'ensemble de l'économie mondiale de continuer à consommer plus de pétrole, sinon, au niveau considéré, on n'y arriverait pas. Or, ce n'est pas faisable partout, et je ne parle pas d'argent. La quantité d'énergie qu'il faut pour extraire une tonne de pétrole non conventionnel est absolument considérable. En gros, en Arabie Saoudite, vous plantez une paille, il y a du pétrole qui sort. Maintenant, dans cette base de données, on a accès à toutes les données. Par exemple, le Nigeria, qui est un gros producteur, les nouveaux champs pétroliers découverts au Nigeria sont à des profondeurs qui sont très fortes. Donc, ils vont nécessiter beaucoup d'énergie. Je ne parle même pas d'argent, mais le rendement énergétique du baril que vous allez extraire sera bien moins bon que celui d'Arabie Saoudite. Et donc, on s'est fait nos projections à partir de ce qu'on sait. Et les champs à exploiter d'ici 2050, c'est des investissements considérables. Hein. C'est un peu comme vous dans la sidérurgie. On les connaît. Donc, on s'est fait notre projection. Donc, on voit qu'on va avoir une baisse très probable de la production de pétrole. Ce n'est pas la consommation, hein, c'est ce qu'on est capable de produire. Donc, il faut décarboner. Oui. Non, c'est la ressource. Ce n'est pas la politique de décarbonation. Donc, on est en train de dire, on a intérêt à décarboner parce qu'aussi la ressource fossile ne va plus être là. Alors, on sait qu'il faut abandonner le charbon parce que lui, il est catastrophique. Il faut abandonner le pétrole. Alors certains disent, oui, attention, heureusement, on a le gaz. D'ailleurs, le gaz peut être utilisé comme une solution moins carbonée que le pétrole. On a fait le même travail sur le gaz. Et vous voyez la même chose, c'est hyper intéressant. Vous voyez la production de gaz conventionnel et la production qui explose de gaz de schiste. Et en fait,
Ces travaux sont publics, vous pouvez aller les voir. Et on voit que notre consommation de gaz dans le monde augmente, elle va continuer à augmenter, mais on voit qu'on a atteint déjà le pic gaz. On a totalement atteint le pic gaz, et la consommation de gaz mondiale n'augmente que parce que les États-Unis, eux aussi, sont en train de devenir le premier producteur mondial de gaz. Et on voit que, alors ça on pourra aller plus loin, mais on va aller vers une décroissance, donc le pic gaz va sans doute être atteint vers 2030-2035. Donc tout ça pour dire qu'il faut décarboner, pas juste parce que c'est pas bon pour l'environnement, mais parce qu'en plus, la ressource nécessaire pour le faire ne sera plus disponible. Et de toute façon, il faut forger les outils de la décarbonation maintenant. Je ne vais pas passer là-dessus, c'est juste un slide, mais pour vous dire qu'il y a d'autres contraintes matérielles. Il y a la ressource, par exemple, sur les minerais et les métaux critiques, qui est considérable. Je vous donne un exemple. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, qui dit que pour faire la transition énergétique mondiale, il va falloir multiplier par 42 la consommation de lithium, le graphite par 25, le cobalt par 21, le nickel par 19. Je vais juste vous montrer un document qui n'est pas d'une organisation crypto-communiste ou écologiste de gauche. On parle de Standard & Poor's, qui vient de sortir l'année dernière une étude passionnante sur le cuivre. Il n'y a rien de plus con que le cuivre, a priori. On l'utilise dans tous nos réseaux électriques depuis hyper longtemps. Voilà ce qui va se passer sur le cuivre. Pour alimenter les voitures électriques et aussi alimenter les quantités hallucinantes de câbles qu'il va falloir mettre entre les champs d'éoliennes en mer, les réseaux décentralisés, qui vont tout changer. Vous voyez, la consommation de cuivre va passer de 25 millions de tonnes à pas loin de... Là, il y aura un petit stade, puis ça va remonter, mais on va atteindre les 50 millions de tonnes de cuivre. Or, je ne vous fais pas le cours ici, mais la concentration en minerais de cuivre des mines qui sont exploitées aujourd'hui est très inférieure à ce qui a été fait il y a ne serait-ce que 50 ans. Donc, résultat des courses, voilà la projection Standard & Poor's qui dit, voilà le déficit market balance en cuivre à l'horizon 2035. Donc, en gros, si vous pouvez, plutôt que d'acheter des crypto-monnaies, pour les jeunes là, qui sont très intéressés par les cryptos, peut-être un peu moins qu'il y a 2 ans, je vous conseille d'investir sur le cuivre à long terme, en trouvant la bonne fenêtre d'entrée. Autre point super important. Alors, je vous conseille à tous, quel que soit votre secteur d'activité, si vous rentrez dans l'informatique demain, la ressource la plus précieuse qu'on va avoir à notre disposition, c'est l'électricité décarbonée. Et ça se planifie, les réseaux électriques, 30-40 ans en avance. Pour le travail du shift, pour ne pas créer de polémique, on s'est basé sur les scénarios de RTE. Et on a pris un scénario qui est le N03. Je vous conseille d'aller voir ces résumés de RTE. Il y a des résumés pour décideurs qui sont très très bien faits, qui vous expliquent les différents scénarios. Toute énergie renouvelable, tout nucléaire, le mix entre les deux. On a pris un mix intermédiaire, 50% nucléaire, 50% renouvelable. Et on sait que pour décarboner à l'échelle française, on va passer de 2000 TWh d'énergie finale par source primaire à 1100, parce qu'il faut éliminer tout ce qui est ici, qui sont en fait les fossiles. Et on va réduire les fossiles à ça. On aura ici du biocarburant, un peu, mais il va falloir augmenter l'électricité. Mais vous voyez que ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons, hein, c'est RTE, donc on s'est calé là-dessus pour ne pas avoir de polémique. C'est une hypothèse centrale du plan du shift, qui va tout conditionner derrière, c'est qu'on va passer de 500 TWh aujourd'hui, qui est essentiellement nucléaire, un peu d'hydraulique et un peu de renouvelable, photovoltaïque et éolien, on va passer à 640, 650. Ce qui est déjà un effort énorme, parce que même si on garde du nucléaire, il y a certaines qu'on va devoir arrêter quand même. Et on prend en compte tout ce qui va être construit, les nouvelles centrales EPR qui vont être faites. Et à la fin, on augmente, entre guillemets, que de 140 TWh. Donc c'est un saut gigantesque de réduction d'énergie. Alors, certaines est facile. Quand vous remplacez un moteur thermique qui est assez inefficace en voiture et que vous mettez l'électricité, en réalité, bon, le saut, vous allez perdre en TWh globalement, mais heureusement, c'est un saut qui peut être assez facile, parce que le moteur à combustion n'est pas très efficace. Mais on voit qu'ici, et voilà. Et donc ça, c'est une hypothèse qui est quasiment dans le marbre. Alors on fera peut-être un peu mieux. Et en tant que chargé de projet industrie au Shift, mon principal problème, c'est que je me suis heurté aux responsables industrie. Moi, je voulais relocaliser notamment certaines industries. Par exemple, il se trouve qu'en France, ça paraît incroyable, on a la première production céréalière d'Europe, on importe les 3/4 de nos engrais azotés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont faits à partir de gaz naturel et qu'on n'est pas les mieux placés au bout du tuyau. Les Allemands,
Les Hollandais sont mieux placés que nous pour produire de l'engrais. Donc on importe par contre des engrais d'Allemagne. Et résultat des courses, je n'ai pas pu relocaliser cette production parce que je n'avais pas assez d'électricité disponible. Donc l'hydrogène dont tu parlais tout à l'heure, ok, super, il faut qu'il soit décarboné parce que l'hydrogène gris dont tu parles, c'est plutôt à 9-10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc c'est catastrophique. Mais c'est un, voilà, et ça c'est un conflit d'usage majeur. Toutes les nouvelles technologies dont on va parler après, elles sont très consommatrices en énergie verte. Et donc c'est un point de blocage. Je passe là-dessus, on passerait trop de temps. Donc on dit, voilà, le vrai sujet, c'est connaître les risques physiques. Je passerai sur des sujets comme l'usage des sols. On sait aujourd'hui qu'il faut aussi aller vers la zéro artificialisation nette. Pas juste parce qu'on n'a pas envie d'artificialiser, c'est pas bien, mais parce qu'il faut préserver de la biomasse, par exemple. Les champs font de la biomasse. Les forêts aussi. Et il faut être dans une zone de sûreté. Et la somme de tous les plans ne marche pas. Donc, on est devant des conflits d'usage. Et c'est pour ça que le Shift a poussé pour de la planification, c'est pour essayer de résoudre les conflits d'usage. Alors, ça ne veut pas dire une planification soviétique, la Gosplan, hein, mais le plan, à la limite, on s'en fout. Je crois que c'était Eisenhower qui disait « Plans are useless, but planning is everything ». C'est-à-dire que quand vous faites l'effort de planification, peu importe un peu le plan, mais vous prenez conscience des limites et des zones de risque de votre plan à vous. Alors ensuite, quand on avance, l'industrie lourde en France, ça veut dire quoi? Ben, c'est 75% des émissions de l'industrie en France. Donc ça, en gros, les autres, c'est l'industrie manufacturière, j'assemble. Ici, vous avez les matériaux de construction, essentiellement le ciment, les briques, la sidérurgie, et puis l'aluminium aussi, tout ce qui est métallurgie, et la chimie. La chimie, on va résumer, ça va être en gros, les gros poids lourds, c'est les engrais azotés, c'est énorme. D'où le poids énorme de l'agriculture, in fine, et les intrants, pesticides, etc. Et puis vous avez une autre chose, c'est les émissions de méthane, qui est un gaz à effet de serre très fort, du bétail, qui compte aussi pour un énorme poids. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail. Donc la question, effectivement, c'était une bonne idée de faire la présentation sur l'industrie lourde, puisqu'elle compte pour les 3/4 des émissions industrielles françaises. Alors après, il y en a d'autres. Hein. Quand vous êtes dans l'industrie manufacturière, demain, vous poserez la question de votre fret, en plus de vos émissions particulières. Mais même si vous êtes dans l'aval, vous devrez vous poser la question de ce qui se passe en amont, puisqu'en réalité, vous allez assembler des choses qui viennent de l'amont. Donc si vous êtes chez Airbus, votre assemblage, il ne coûte rien en carbone. Par contre, vous allez utiliser de l'acier qui vient de ArcelorMittal ou des fibres de carbone qui, elles, sont extrêmement carbonées là-dedans. Et même si vous êtes dans l'industrie agroalimentaire, vous aurez à assumer les émissions de l'industrie agroalimentaire. Les bilans carbone aujourd'hui demandent à ce que vous soyez en scope 1, scope 2, scope 3. Et scope 3, c'est avec l'amont aussi et l'aval. On passe là-dessus rapidement. Donc juste pour vous dire que, pareil, quelques ordres de grandeur que vous devez avoir en tête. Vous avez parlé de l'acier. L'acier, vous avez deux types d'acier. Vous avez, entre guillemets, l'acier neuf qui sort des hauts fourneaux, alors vous êtes plutôt à 1,8. Mais vous avez aussi l'acier recyclé qui sort. Et l'acier recyclé, il est plutôt très très bas en carbone puisque vous faites fondre avec de l'électricité. Et comme la France est très décarbonée, l'acier recyclé, entre guillemets, je l'appelais recyclé, mais par four électrique français, il est moins carboné que l'acier recyclé au niveau mondial. Et si je ne connais pas le chiffre de la Chine, mais ça doit être même supérieur à 0,5, j'imagine, un acier électrique chinois. Voilà. Le ciment est un énorme émetteur de ciment, de CO2, et le ciment, c'est la colle du béton. Donc plus on coule de mètres cubes de béton, plus on émet de CO2. Mais les plastiques, c'est un sujet majeur dans la chimie. Vous voyez, bon, l'éthylène, c'est un composé, c'est 2 tonnes de CO2 par tonne. L'ammoniac dans les engrais, c'est 2. L'hydrogène gris, c'est 9 à 10. Et la quasi-totalité des plastiques navigue entre 2 et 3 tonnes de CO2 par tonne de plastique. Voilà comment ça se concentre les émissions industrielles en France. Vous voyez, c'est très très concentré. Alors vous avez vu le cas de Dunkerque, vous vous dites, je vais pourquoi, voilà. Ah, et puis il y a les cimenteries qui sont dispersées un petit peu partout. Voilà. Mais par exemple, vous avez 6 vapocraqueurs, c'est les gens qui font les précurseurs des plastiques, qui émettent 6 millions de tonnes. Donc c'est énorme aussi. Et les sites d'engrais sont absolument énormes. Voilà. Alors il se trouve que ces sites-là sont concernés par un système auquel est soumis ArcelorMittal qui s'appelle les EUETS. C'est-à-dire qu'on mesure depuis
pas mal d'années maintenant, toutes leurs émissions. Ils sont extrêmement surveillés et on leur a donné des quotas gratuits. C'est un truc qu'il faut que vous ayez en tête parce que ce changement sur les quotas va énormément influencer l'avenir de l'industrie dans le futur. Alors, la bonne nouvelle, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'on arrivait à décarboner avec dans le plan du Shift l'industrie française et qu'il y avait 3 leviers pour y arriver. Alors, il y a du progrès continu, alors qui n'est pas le même dans toutes les industries. Hein. Vous, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous avez déjà fait tellement d'efforts. En plus, c'est un marché mondial, donc ultra compétitif. Mais par exemple, le progrès continu dans les cimenteries, il a été assez faible. Donc eux, ils ont une marge de manœuvre très importante. Dans les plastiques, on peut en faire aussi. Dans la chimie, par exemple, certaines chimies, ça n'a pas été fait. Dans la pharma, par exemple, on va faire beaucoup plus. Il y a des molécules qui prennent 12-13 étapes et on sait qu'avec un peu de R&D, on pourrait réduire ce nombre d'étapes ou alors on pourrait électrifier les process. Mais ça, vous l'avez ici, c'est beaucoup d'électrification, chasser les thermies, des récupérateurs de chaleur, etc. Et vous voyez qu'une bonne partie du chemin peut être fait par la rupture. Et de l'autre, on voit aussi, et c'était ma grande surprise, moi, parce que je suis industriel et technophile, on aura besoin de sobriété. Et pourquoi on aura besoin de sobriété? Pour 2 raisons. Un, parce que certains processus seront extrêmement difficiles à décarboner. Par exemple, certains plastiques, honnêtement, ça sera extrêmement compliqué. Voilà. Il n'y a pas de réduction directe, il faudra chauffer, on ne pourra pas mettre du carbone capture partout. Donc certains plastiques, on n'arrivera pas à les faire baisser, même en insérant du recyclage. Et parfois, parce que juste, on n'arrivera pas, pour des raisons de quantité d'électricité disponible, à mettre en place les outils de décarbonation qui pourraient le faire. Donc, on est en train de dire, sans sobriété sur ce secteur-là, c'est à peu près 20% du chemin, on n'y arrivera pas. Il faudra la sobriété. Par exemple, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faudra moins de véhicules, moins de plastique, et plus rénover dans le bâtiment que de faire du neuf. Mais à la fin, vous vous rendez compte que la rupture technologique, dans laquelle on a mis la réduction directe, parce que même si tu as décrit ça comme un système éprouvé, c'est quand même des paris à une échelle qu'on considère du domaine de la rupture quand même, parce que ça n'a jamais été fait à cette échelle-là. On se rend compte que cette rupture, il faut quand même la faire. Et la vraie question, c'est comment créer les conditions de cette rupture. Et ça, c'est très compliqué. Il y a des conditions techniques, de compétences, il y a aussi des réductions, des problèmes financiers. Voilà. Donc, si on ne fait pas cette rupture, c'est plus 20% de sobriété, c'est 60% de sobriété. Et là, c'est plus de la sobriété, c'est de l'appauvrissement absolu. Regardez autour de vous, on est entouré de métal, de plastique, de polymères pour faire nos vêtements. Je passe là-dessus rapidement. Tu as mentionné tout à l'heure le carbone capture. Mais le problème du carbone capture, nous, on ne l'a pas du tout discounté au Shift. Nous, on a dit, alors que ça n'a pas vraiment été mis en place de façon industrielle massive, on a dit on va faire le pari que ça va marcher. On a interviewé suffisamment de gens qui nous disent c'est bon, il y a des gens sérieux comme Air Liquide qui travaillent dessus et d'autres boîtes. Pétrolier, oui, Total. D'ailleurs, les gens qui ont extrait comme Total ou les autres qui ont su extraire du pétrole sauront peut-être demain, ils sont les mieux équipés technologiquement pour aller réintroduire du CO2 liquéfié dans les anciens champs de pétrole ou dans des aquifères. Vous voyez, on peut le mettre dans des aquifères profonds ou dans d'anciens gisements pétroliers. Mais le problème, c'est que l'énergie de captage du CO2, vous êtes en gros pour des fumées concentrées. Je ne parle pas de direct air capture. Vous avez peut-être vu des documentaires parfois à la télé où on montre un gars en Islande qui capture les 400 ppm de CO2 avec la géothermie. Bon, ça c'est un peu gadget. Mais là, quand vous faites de l'engrais, vous avez des fumées qui sortent à 100% de CO2 quasiment. Là, vous pouvez capturer. Mais vous avez de l'ordre de 400 pour ces fumées concentrées, 400 kWh par tonne de CO2. Donc super, il va falloir de l'électricité. Vous avez une deuxième, sans compter la liquéfaction et le transport. Ensuite, vous avez un autre sujet qui avait été soulevé par l'ADEME, qui était de dire, attention, il faut aussi des sites pour enfouir tout ça. Donc les émissions industrielles, vous avez vu, elles étaient de l'ordre de rien que pour l'industrie, par exemple cimentière, c'est 20 millions. Au total, on approchait les 60 millions, 80 millions pardon, de tonnes. On peut dire, il n'y a qu'à tout enfouir. On capture, on enfouit, puis c'est bon. Il y a un nombre de sites limité. L'ADEME dit, non, nous on dit, on aura au maximum 24 millions de tonnes de sites pour enfouir. Par an, oui, par an, oui.
à l'horizon 2050. 24 millions de tonnes, non pas au total, heureusement. Alors en fait, on pense qu'ils sous-estiment peut-être un peu parce qu'on peut aller par exemple en mer du Nord sur des sites qui ne sont pas français et aller. Et d'ailleurs, Total est dans un projet avec des Norvégiens pour aller dans un. J'oublie le nom. Voilà. Northern Lights, voilà exactement, le projet Northern Lights. Mais nous, on n'a pas pris 24 pour une raison simple. On a dit, vu la quantité d'électricité disponible aujourd'hui dans le plan qui a été donné par RTE, on se limite à 10 millions de tonnes. Pas parce qu'on ne voulait pas aller à 24, c'est parce que ça ne colle pas. C'est pas parce qu'on est contre le carbon capture. Hein. Ça, c'est un exemple. Autre sujet, il y a plein d'industries qui disent bon, moi, c'est simple, je vais abandonner les fossiles, je vais passer à la biomasse. Les cimentiers sont très fans de biomasse. Elles comptent. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de la biomasse, parce que selon la façon dont la forêt est exploitée, ça peut être de la coupe rase, et ce n'est pas du tout neutre. Ou alors on peut mettre de la forêt gérée, et dans ce cas-là, ça peut être considéré comme neutre. Mais il se trouve que la biomasse en France, vous voyez que c'est intéressant, ça, tout ce que vous voyez ici, c'est le puits carbone que représente la forêt française. La forêt française capture 60 millions de tonnes en 90, elle est montée à 2008, et la crise financière a stressé les arbres qui ne croissent plus. Non, c'est juste une coïncidence totale. C'est une coïncidence absolument hallucinante, mais c'est vrai que depuis 2008, la forêt française absorbe de moins en moins. Et pourquoi ? Parce qu'on est devant des boucles de rétroaction. Le réchauffement climatique stresse les arbres, qui souffrent, se développent moins. Et on a aussi une remontée des ravageurs du sud vers le nord. Et par exemple, vous avez des scolytes qui commencent à attaquer, par exemple, la forêt des Vosges, alors que c'était inenvisageable il y a encore 20 ans. Du coup, ça, c'était encore avant les incendies de 2021-2022. Hein. Donc, c'est un fait absolument majeur. Vous savez que dans les plans de décarbonation, on doit décarboner de 80% parce qu'on compte sur les puits carbone pour absorber les 20% qui nous restent. Mais si les puits carbone ne sont pas là, ça va devenir un petit peu compliqué. Voilà, donc les biomasses, voilà. Donc, je reviens là-dessus. Donc, l'hydrogène, pareil. On est pour la réduction directe par l'hydrogène, faire les engrais par l'hydrogène, super. Mais une tonne d'hydrogène, c'est 56 MWh. On va dire, oui, attends, ok, mais il y a aussi autre chose. On pourrait faire des e-fuels. On pourrait faire des e-fuels, c'est super les e-fuels. Mais le e-fuel, c'est quoi ? Le e-fuel, c'est du carbone, une source de carbone et de l'hydrogène. Et vous le mélangez, vous pouvez faire reconstituer à peu près tout ce que vous vouliez. Enfin, c'est en gros ce que faisaient aussi les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait des e-fuels parce qu'ils n'avaient plus accès aux champs pétroliers et ils ont fait du carburant de synthèse. Et simplement, on revient à la même chose. On retombe sur le truc de l'H2. Alors, il y a deux approches. On n'a pas pris l'approche allemande. En Allemagne, aujourd'hui, dans leur réseau, ils sont en train de construire des réseaux. Ils disent, dans l'hydrogène, on va utiliser beaucoup plus d'hydrogène que les Français, parce que nous, on va importer l'hydrogène. On pense que des pays émergents vont mettre en place des panneaux solaires, des éoliennes partout, et on importera l'hydrogène comme on le fait aujourd'hui avec le pétrole ou le gaz. Nous, on pense que c'est de la folie. On a pris un plan qui est raisonnable. On peut considérer qu'il peut y en avoir, mais on a considéré que ça serait produit en France. Donc 1 million de tonnes de H2, vous voyez, ça veut dire 56 TWh, 56 TWh, pardon, et c'est 6 à 7 réacteurs nucléaires. Donc on peut faire plus, mais il faudra faire mieux que ce qu'a mis de RTE dans son plan. Alors là, le gouvernement est en train d'essayer de pousser pour essayer de faire plus. Moi aussi, je faisais la même chose au Shift. Je disais aux gars, allez, donne-moi 20 TWh de plus. Oui, là, excuse-moi, il manque un H là. Oui, non, mais c'est là en fait, térawattheure, c'est térawattheure. Hein. C'est pas la puissance installée, c'est la consommation. Hein. On est d'accord. Donc je reviens pas là. On a fait des plans voilà. Alors ensuite, la vraie question pour la rupture technologique, la technologie en fait qu'on a considérée, elles sont là. La question c'est comment on fait pour qu'elle ait lieu. Et pour ça, pour nous, il y a un espèce de tabouret à 3 pieds. On a vu dans l'exemple que tu as décrit et dans ce que je vous ai dit là qu'il faut beaucoup d'électricité verte, donc décarbonée et non intermittente, non effaçable, parce que sinon on ne peut pas produire des engrais ou de l'ammoniac ou de l'hydrogène pour que ça soit rentable économiquement. Il faut vraiment que ça tourne H24. Si vous faites de l'intermittence, ça ne marchera pas. Ensuite, il y a un véritable problème que tu n'as pas soulevé, mais je vais le soulever pour toi, qui est que le problème des fuites carbone, c'est-à-dire que ok, mais si ArcelorMittal se met à décarboner, ça va lui coûter
L'acier, tu dis 1200 € la tonne, mais un acier décarboné, ça va rajouter des coûts à hauteur de... Vous ne savez pas encore, parce que vous ne connaissez pas le prix de l'électricité à 10 ans, mais... Ça coûtera plus cher. Donc si l'acier turc ou coréen peut rentrer au même prix, mais carboné, je suis Peugeot ou Renault, je dis bah non, mais moi c'est gentil, mais moi je prends l'acier turc ou le coréen. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, mais ça ne suffit pas. Il peut y avoir une question aussi des normes. Alors ici, vous avez un truc qui va sortir, normalement, qui est le MACF, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est une sorte de taxe carbone qui va pas être générale, qui va être centrée sur un certain nombre de produits, dont l'acier, dont le ciment, dont les engrais, dont l'électricité et l'aluminium. Donc quelques produits dont il est facile d'assurer la traçabilité. Si je vous dis quel est le bilan carbone d'un ordinateur, ça va être super compliqué. Il y a tellement de composants qui viennent du monde entier, on ne pourra pas le suivre. En revanche, une tonne de ciment, ça sort d'une usine. Une tonne d'acier, ça peut être important à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des vrais sujets, parce qu'il peut y avoir des triches, il peut y avoir tas de choses, mais il va y avoir une période d'observation, mais l'idée n'est pas idiote, il y aura une période d'observation. Donc on est assez d'accord. Il y a plein de problèmes qui sont soulevés. Ah, mais si on le fait au niveau de l'acier, ok, mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'acier qui va se délocaliser, mais celui qui va se délocaliser, c'est le producteur automobile. Je vais faire venir mes Clio de Turquie, parce qu'au moins là-bas, j'aurai le droit de l'acheter de l'acier coréen décarboné, et du coup, ma voiture sera moins chère. C'est vrai, mais il faut bien commencer. Deuxième chose, il faudra des normes. Et je donne un exemple à quel point les normes peuvent être utiles. Le gouvernement, on peut se féliciter, en France, a passé une norme qui s'appelle la RE 2020, qui met un objectif, non pas juste le diagnostic énergétique. Vous connaissez le petit truc sur les annonces immobilières, c'est le DPE, diagnostic de performance énergétique, qui dit c'est un logement A, B, C, D, E, F, comme pour les machines à laver. Là, c'est encore un autre truc en plus, qui dit, à partir de cette année, et c'est un truc qui va décroître, quand on fabriquera un logement neuf, on va mettre un cap à la quantité de CO2 émis par mètre carré construit. C'est absolument fabuleux. C'est une norme qui est en avance sur le monde entier. Il y a des référentiels équivalents dans le monde, mais qui sont volontaires, pas obligatoires. Et cette norme, elle est majeure, puisqu'elle dit, parce que là, vous êtes cimentier. Bah, génial, on va mettre une protection aux frontières. Donc moi, je vais monter mon prix. C'est bon. Je vais facturer à mort, et puis le client va payer. Là, on a mis cette norme qui dit, merde, mais non, je vais être obligé de décarboner. Sinon, je vais me faire remplacer par des matériaux alternatifs. Le bois, les différents systèmes constructifs légers, etc. Et cette norme qui a été combattue, notamment par les cimentiers, la RE 2020, va déclencher depuis 2 ans une quantité d'innovation dans les matériaux de construction qui est juste hallucinante. Pourquoi ? Parce que les cimentiers n'auront pas juste la protection aux frontières qui va leur donner un abri, mais va leur permettre va les obliger à se botter les fesses, à vraiment décarboner. Sinon, ils pourraient juste dire, je vais faire payer le prix du carbone. Hein. Parce que oui, je n'ai pas dit, mais ce MACF va de pair avec l'élimination des quotas carbone gratuits. Aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une case study juste après. Alors, on va faire la case study tout de suite. Et ça va toucher tous les industriels, tous ceux qui étaient en gros sur la carte. Là. Alors ça, c'est le prix du carbone depuis 2015. Vous voyez que le carbone, le CO2, il est coté en Europe. Et il valait pas cher. Pourquoi il valait pas cher ? Parce qu'il y avait des quotas qui étaient donnés aux industriels qui étaient larges, en fait. On a mis en fait un système de quotas. On dit, en fait, c'est presque une période d'observation. Vous émettez, on vous donne des quotas qui vous garantissent. Alors, il y en avait qui n'en avaient pas assez. Je ne sais plus dans quelle catégorie vous étiez. Vous deviez en acheter ou... Oui, un peu. Mais par exemple, les cimentiers avaient très, très largement servi. Ils avaient un peu bien navigué dans la négociation et ils en avaient en excès. Et là, vous voyez que la révision des quotas qui a eu lieu c'est en 2022 qu'elle a eu lieu, la révision des quotas, fait en sorte que le prix du carbone s'est mis à monter puisqu'il y a moins de quotas gratuits. Donc des industriels qui n'ont pas fait les efforts de décarbonation sont obligés d'aller voir ceux qui en ont fait pour dire je te rachète tes quotas. Bien entendu, le gars qui en a en excès, il va dire je te les vends mais pas à 20 €. Je te les vends. Et le prix du CO2 maintenant navigue entre 80 et 100 € la tonne. Alors ça change tout, je vais vous montrer pourquoi. Prenons l'exemple d'une cimenterie. C'est une vraie cimenterie française. 450 000 tonnes de CO2 émises. Il se trouve que jusqu'à 2019, ils avaient des quotas de 460 000 tonnes.
Génial. J'ai même des excès de CO2, de quotas de CO2, puisque j'en émets 450. Donc les 10 000 tonnes, je vais les vendre à 20 € la tonne, on va dire, et je vais me faire 200 000 € par an pour mon usine. C'est ce qui se passait. Il y avait des industriels qui faisaient, comme les cimentiers, qui avaient des millions, voire des dizaines de millions d'euros dans leurs résultats qui sont tombés. Simplement, révision des quotas. En 2023, le quota vient d'être réduit à 302. Donc si le cimentier n'a pas fait d'effort de décarbonation et qui produit la même chose, vous faites, ça fait 150 000 tonnes à peu près 100 € la tonne, vous avez un surcoût potentiel à 15 millions d'euros. Vous voyez qu'il y a un mécanisme incitatif assez fort pour décarboner. Et si on met en place ce mécanisme de protection aux frontières, il y aura 0 quota gratuit. Donc l'enjeu pour la cimenterie en question, c'est un enjeu, selon le prix du CO2, c'est un enjeu entre 50 et 100 millions d'euros par an pour une cimenterie. Or, un ciment, alors c'est sans doute une cimenterie qui ne doit pas être loin d'1 million de tonnes de ciment. Donc on est en train de dire que 1 million de tonnes de ciment, 100 millions, le prix du ciment en France était autour de 120 € la tonne. Ça veut dire que le surcoût à terme, à l'horizon 2030, post-2030, c'est un doublement des prix du ciment en France. C'est ce qui risque de se passer. Ça, c'est une contrainte à avoir en tête. Et même si vous êtes dans l'industrie aval, déjà des clients de ces gens-là vont... je ne sais pas si vous en parlez à vos clients, vous, sans doute un petit peu, oui, dans les produits de l'acier. Voilà. Donc on a fait plein de propositions, notamment sur les normes, et je vais vous en donner une. Je ne vais pas aller dans le détail, mais une qui est récente par rapport à l'actualité, et on a mis du temps à l'imposer au niveau du gouvernement dans notre lobbying, c'est celui de l'automobile. On dit depuis longtemps qu'il faudrait aider les véhicules électriques, non pas juste parce qu'ils sont électriques et émettent peu, et émettent zéro, a priori, mais parce qu'en fait, ils sont déjà, eux d'abord, très émetteurs lors de leur conception. Et deuxième chose, la tension sur les métaux fait que si on veut qu'une transition énergétique ait lieu de façon un peu sociale, il faut absolument taxer les véhicules lourds en CO2 et lourds tout court. Parce qu'un véhicule lourd tout court, la bagnole du cadre sup qui veut un Q7, ce n'est pas une batterie à 40 kWh. C'est une batterie à 100, voire maintenant, il y a en Chine, il y a des batteries qui sortent à 110, 120 kWh. Or, le lithium qui va être bouffé par cette batterie, ça sera autant de batteries en moins possible pour Madame Michu. Donc, Madame Michu, qui a besoin, pour aller à son boulot dans un magasin ou dans un entrepôt Amazon, elle a besoin de voitures électriques pas chères. Et on voit d'ailleurs depuis 2 ans que le prix des véhicules explose parce que les constructeurs ont intérêt à vendre ces véhicules les plus chers. Voilà, donc on a fait ce genre de choses. Et le gouvernement là, a décidé que la voiture électrique aurait une aide maintenant qui va prendre en compte le bilan carbone de la voiture. Et c'est une extrêmement bonne chose, ce qui montre d'ailleurs qu'on pourra sans doute faire des bilans carbone pour les industries aval. Et on va commencer sans doute par l'automobile, rien que par ces aides aux véhicules électriques. Donc je passe sur tout ce truc. Bon, ça, on va passer, c'est l'agriculture. Donc, donc, on est devant un challenge industriel absolument majeur pour l'industrie lourde, mais aussi l'industrie aval, puisqu'on va devoir réduire tout ça de 80% sans se décarboner et sans se saborder. Et donc, on a vu que pour ça, on n'échappera pas à de la sobriété. On n'arrivera pas sur les plastiques à réduire complètement. On n'y arrivera pas. Franchement, en étant même le plus optimiste possible. Voilà. Deuxième chose, on peut arriver à faire de la rupture, mais il faut créer les conditions de cette rupture. Et pour les conditions de cette rupture, on a vu le triptyque, le mécanisme de protection, qui devrait être optimisé parce qu'effectivement, les produits aval ne sont pas encore concernés. De l'électricité verte, on voit qu'il y a des problèmes de ressources, mais même si on pense qu'on va faire quand même des progrès majeurs. Et troisième chose, la norme est pour nous aujourd'hui beaucoup plus efficace que la taxe. Parce que la norme, elle donne une certitude. Si vous savez demain que vous n'avez plus le droit d'utiliser, par exemple, une chaudière à fioul, le constructeur de maisons individuelles ne pense plus à construire des maisons en chaudière à fioul et ne commence pas à faire des calculs d'apothicaire pour le faire. Voilà. Tout ça, alors on n'a pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais ça demande des ressources et des compétences absolument majeures. Et je suis ravi que la conférence ait lieu aujourd'hui avec des élèves. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une conférence, c'était à l'école centrale, et des élèves me disaient « Ouais, mais moi, l'industrie, c'est sale, donc je vais plutôt aller dans une boîte qui fait on va planter des arbres pour capturer le carbone. »
Je disais, honnêtement, tu auras un effet levier bien plus fort. J'ai pris votre exemple. Je lui ai dit ça. Tu auras un effet bien plus fort en allant travailler chez quelqu'un qui est décidé à faire des choses, comme ArcelorMittal, parce que tu parles de millions, alors que là, en vendant tes petits arbres, tu vas sans doute capturer quelques milliers de tonnes, mais pas des millions de tonnes par an. Et encore, on peut débattre. Voilà. Juste pour vous dire qu'on n'a pas le temps de passer ça. Donc la France est un pays comme qui est avantagé. Je rappelle un truc qui est évident, qu'on sait tous, mais enfin, c'est quand même important de le voir. La France a quand même une électricité parmi la plus décarbonée au monde. Il n'y a que les Suédois, grâce à leur hydroélectricité, qui est moins chère. Donc tout ce qu'on produit en France est quand même moins carboné. Et on a la chance quand même. Oh, j'avais mis ce truc-là. C'est un sac que je n'ai pas fait pour toi. Hein. Je le montre dans les conférences en général. Non, c'est vrai, je le montre en général. Deuxième chose, on a la chance quand même aujourd'hui, c'est qu'au Shift, on est particulièrement content. Il y a un secrétariat général à la planification écologique qui a été mis sous l'autorité du Premier ministre et qui fait aujourd'hui des publications qui sont honnêtement de très bonne qualité sur ces problématiques de rebouclage, ce qui permet de faire des fléchages. Par exemple, de ne pas subventionner des véhicules électriques à hydrogène, des véhicules électriques basés sur l'hydrogène et piles à combustible. Parce qu'on a vu qu'on n'aura pas assez d'hydrogène, vu qu'on n'a pas assez d'électricité, donc autant le réserver dans des usages où vous avez the biggest bang for the buck, c'est-à-dire où les engrais et la sidérurgie. Alors que dans un véhicule électrique léger, ça ne sert vraiment à rien. Voilà, donc on a la chance d'être plutôt... Et voilà, pas pour le chiffre, mais pour mon travail, je me balade dans pas mal de pays européens, et je peux vous dire qu'on est plutôt très bien placé. Il y a peu de pays qui aujourd'hui... Alors, c'est insuffisant, bien entendu. Hein. On va dire qu'on ne va pas assez vite. C'est vrai qu'on ne va pas assez vite. Mais quand on se compare, on se rassure un petit peu en disant qu'on fait quand même des efforts qui sont incroyables. Si je prends l'exemple de la sidérurgie, je pense qu'il y a l'autre grand site industriel, c'est en Suède, je crois, projet hybride, qui vient de signer quelques contrats avec des constructeurs automobiles. Voilà, il n'y en a pas 50. Voilà. Donc, comme le bonheur est dans l'action, et que ça ne sert à rien de se morfondre, on a la chance en France d'avoir aussi des autorités qui prennent les choses au sérieux, même si c'est insuffisant, et notamment l'industrie. Les 50 plus grands sites vont recevoir des aides assez significatives, que ce soit européennes ou françaises. Donc il y a des choses à faire. Donc si parmi vous, il y en a qui veulent rejoindre ces industriels-là, faites votre due diligence, parce que certains industriels font du greenwashing. Tous les cimentiers ne font pas des efforts de décarbonation sincères. Tous les sidérurgistes non plus. Mais par contre, il y a vraiment des gens qui essaient de bouger aujourd'hui. Donc c'est à vous de faire vos due deals. Et en tout cas, pour moi, c'est rassurant de voir des jeunes ou des moins jeunes qui ont envie de rejoindre l'industrie et pas juste aller dans les services. Voilà, je vous remercie. Du coup, je vais vous inviter à venir répondre aux questions de la salle. Non, on peut rester oui. debout. Non. Là, on les endort, mais on ne s'endort pas. Alors, nous sommes 2 pour les micros. Soyez sympas. Ça, je vais vous embarquer. Je me connais. Je suis un voleur. Évidemment, merci beaucoup pour les présentations. Je ne crois pas avoir vu le chiffre. À combien vous estimez l'abattement de la tonne de CO2 dans le projet Dunkerque ? Oui, donc on va raisonner effectivement comme si on n'avait pas de quota gratuit, hein, ce qui est effectivement le sujet qui arrive de toute façon. En fait, ce n'est pas évident de répondre à cette question-là par un chiffre, hein, parce qu'il faut presque faire une équation en fonction de certaines hypothèses. Donc évidemment, il y a le coût d'investissement. Vous avez vu qu'on a parlé d'1,4 milliard d'euros, donc ça c'est une première facture. Qui évidemment coûte beaucoup plus cher que ce qui serait d'entretenir les hauts fourneaux existants. Et une fois qu'on a fait ce bel investissement, ça coûte plus cher aussi à la fabrication. Donc puisque le gaz naturel ou l'hydrogène a fortiori, et même l'acier post-consommation qu'on va augmenter, tout ça coûte plus cher. Ce qu'on peut donner comme élément, c'est chez ArcelorMittal, ils ont créé une marque qui s'appelle X-Carb, qui commercialise déjà de l'acier décarboné, puisque, évidemment, on n'a pas un acier avec 0 tonne de CO2, mais si on dit qu'on a gagné 10% sur l'ensemble,
on peut regrouper finalement en disant il y a 10% de la production qui est décarbonée. Et c'est comme ça qu'on fait pour l'instant. Et ça permet aussi de voir l'appétence du marché sur cette volonté d'aller vers l'acier vert. Mais on sait aussi que la prime, entre guillemets, verte, liée au fait un peu comme on a le bio dans l'alimentaire, on peut faire de l'acier vert avec un prix plus élevé pour ceux qui sont déjà motivés pour le prendre. Et aujourd'hui, on pense que quand on arrive à avoir 100 eurotonnes de prime, c'est déjà un prix assez correct. Hein. En tout cas, on est convaincu qu'on n'ira pas à 200. Et en plus, on sait que c'est temporaire, parce qu'évidemment, plus le temps va passer, plus les gens vont, on l'espère, se décarboner. Et donc, ça deviendra petit à petit la norme. Et il n'y aura plus de premium à être décarboné si la moitié de la production est déjà en cours. Donc, on a une projection d'une prime qui va démarrer au début, effectivement, peut-être entre 100 et 200 euros la tonne, et qui ensuite finira par s'estomper. Hein. Mais voilà, donc ça dépend évidemment du prix du gaz naturel et puis du prix de l'électricité, qui sont les deux nouvelles énergies. Et après, là, vous avez vu, on parle d'1,4 milliard d'euros d'investissement. Pour l'équivalent, si on devait maintenir les fourneaux, on aurait peut-être 300 millions d'euros, 400 millions d'euros peut-être. Mais donc, il y a 1 milliard de différence déjà en CAPEX au départ. Hein. Donc, ça se traduit, si vous traduisez en disant on va économiser, en gros, on a communiqué sur 4,6 millions de tonnes de CO2 par an. Vous pouvez faire un calcul en l'amortissant sur 10 ans. Vous avez déjà le coût du CAPEX. Et puis après, évidemment, l'énergie, c'est très fluctuant. C'est pas évident de faire des forecasts sur l'énergie. D'ailleurs, j'insiste sur je rebondis un peu sur la question, mais je pense qu'il y a une notion clé pour les industriels, c'est le risque, hein, évidemment, d'un projet comme ça. Et un bon industriel, il gère ses risques. Mais un investissement classique, quand on fait un nouveau produit, bon, on a quand même des idées sur le marché que ça va demander, on a une vision historique de la demande. Là, faire un business model sur la décarbonation, ça veut dire qu'on prend des hypothèses sur le coût du CO2, qui est typiquement réglementé. Donc, on ne sait pas non plus si dans 5 ans, la réglementation sera exactement ce qu'on annonce aujourd'hui. Donc ça crée de l'incertitude. Il y a évidemment, par exemple, le coût de l'acier usagé. Les ferrailleurs ont très bien compris que la ferraille, entre guillemets, était plus à la mode demain que hier. Donc, ils disent, nous, c'est simple, on va s'indexer sur le prix du CO2, quelque part, en disant, on sait que nous, notre acier usagé, il n'est pas carboné. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose de mettre plus d'acier usagé. Ça change pour la planète, ce qui est déjà le but premier. Mais en termes économiques, ça ne changera pas l'équation. Ça ne va certainement pas l'améliorer, en tout cas. Et puis après, l'autre chose, et là je vais reboucler sur le MACF dont on parlait avant, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Les sidérurgistes, c'est vraiment une économie mondialisée. Alors, européenne, on ne raisonne jamais au niveau France, hein, parce que de toute façon, nos clients sont partout en Europe, parce que nos approvisionnements sont souvent extra-européens en minerais, en charbon aujourd'hui, en gaz. Donc, on raisonne toujours au minimum à l'échelle européenne, et même, évidemment, un groupe comme Mittal, il raisonne monde. Et une des questions qu'il se pose, c'est, au-delà de la difficulté d'investir beaucoup en un temps court, avec des savoir-faire que j'évoquais tout à l'heure en maîtrise de projet qui sont un défi interne, mais il y a aussi la question de dire, mais où est-ce que j'ai le plus intérêt à investir dans une unité de réduction directe ? Probablement là où l'énergie est bon marché. Et donc, en France, on a un atout, effectivement, avec une électricité qui est quand même plutôt compétitif, en tout cas l'électricité décarbonée. Mais c'est clair que vis-à-vis du gaz ou de l'hydrogène, la question se pose de dire est-ce qu'il y a d'autres endroits qui se prêtent mieux à ce type de développement ? Moi, je peux vous dire, je travaille longtemps dans la chimie et je suis président d'une boîte qui fait de la chimie. Et il y a un vrai souci là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gaz, alors même le prix du gaz naturel a baissé. Là, a rebaissé un peu en Europe, mais il reste quand même plus cher qu'aux États-Unis. Et aujourd'hui, les coûts de production aux États-Unis seraient beaucoup moins chers. Ça, c'est clair. Hein. Oui, on va peut-être prendre plusieurs questions, comme ça on va essayer de répondre à plusieurs. Oui, j'avais une question qui reliait la récupération de l'acier et aussi la question des minerais critiques. Qu'en est-il des minerais critiques qui sont dans l'acier, particulièrement le nickel, le cobalt, le chrome? Est-ce qu'on arrive à les recycler aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont coincés dans l'acier et ensuite partent?
dans des applications à plus faible valeur ajoutée? Ok, peut-être on peut prendre plusieurs questions comme ça. Oui, une question. Donc, François Gigère, je suis président du club InEnergie et pendant 15 ans, j'ai piloté les réflexions sur le captage stockage de CO2 au niveau du groupe EDF, notamment le pilote du Havre, dont vous avez entendu parler. Bon. La question que je voulais vous poser, c'est dans votre procédé de réduction directe, ça fonctionne en continu ou c'est en batch? Et puis j'aurais une autre question qui est, je vois que vous mettez de l'hydrogène, vous pensez mettre de l'hydrogène. On sait bien que l'hydrogène et le fer, ça donne, c'est pas toujours bon ménage lorsque ça se retrouve au niveau des usages. Donc comment est-ce que vous faites? D'accord. Bon, je vais pas en prendre trop parce que je vais oublier les premières sinon. Mais... Il y a le monsieur au bout qui a un micro. Je vais plus poser de questions. D'accord. C'est pour moi du coup. Oui. Bonsoir à tous les deux et merci. Moi j'ai une question plutôt, enfin vous pouvez y répondre peut-être à deux. Bon, je suis pas ingénieure, donc pour moi l'hydrogène, je suis un peu dubitative, notamment sur son origine. Et je sais que vous avez parlé de technologies éprouvées, mais qu'est-ce qu'ArcelorMittal en fait comment ArcelorMittal accueillerait les SMR en fait, dans le calendrier de décarbonation, du coup, plutôt à horizon 2050? Est-ce que c'est dans le cahier des charges éventuelles? Merci. Ok. Donc, je vais essayer de me souvenir des questions déjà jusque-là. Donc, la première question, c'était, en 2 mots, c'était... Ah oui, la recyclabilité ou pas des autres. Alors déjà... Je l'avais dit au départ, hein, mais l'acier, en fait, c'est du fer. Hein. Ça veut dire qu'on parle souvent en ppm, éventuellement, quand on arrive à 0,2, 0,5%, quand on arrive à... Je parle de l'acier plat carbone, ceux qu'on produit à Dunkerque. Parce qu'après, il y a des ferroalliages, etc., qui sont d'autres filières, beaucoup plus riches en nickel, etc. Mais ça, c'est quasiment un autre marché. En tout cas, on n'en fait pas chez ArcelorMittal. Donc là, quand nous, on met du nickel ou du chrome, etc., c'est quand même des toutes petites quantités. Donc aujourd'hui, quand on recycle un acier usagé, il peut y avoir des traces, évidemment, de ces différents composants. Si on a trop, d'ailleurs, c'est ça qui va à la fin nous freiner dans le recyclage de l'acier. Ça veut dire qu'on peut avoir un facteur de surprise en disant, mince, on a 50 ppm, on n'en voulait pas pour ce client-là, comment on fait ? Même si on peut quand même trier. Il y a des progrès sûrement encore à venir sur le tri des ferrailles, hein, typiquement dans la filière de circularité. Mais c'est vrai que c'est ça qui... Je veux dire, le premier effet pour nous, c'est que ça va limiter le taux de recyclage. On pense qu'on peut aller à 40% d'acier usagé dans la recette. Au-delà, va vraiment falloir faire des ruptures qu'on ne voit pas tout de suite sur comment mieux trier les composants secondaires, effectivement, pour avoir moins de surprises, moins de dispersion. Et puis, évidemment, pouvoir éventuellement combiner le choix des ferrailles usagées qu'on recycle en fonction du client, ce qu'on ne fait pas forcément pour l'instant. Et puis, par contre, je sais que le fer se détecte bien, parce qu'il suffit d'un aimant quasiment, et puis on peut l'extraire assez bien. Le plastique, visiblement, les coûts de recycler le plastique, même s'il y en a une partie qui est recyclée, c'est déjà plus compliqué. Et effectivement, quand on veut aller chercher le nickel ou le chrome ou des choses comme ça, qui sont souvent dans des quantités assez infinitésimales, et c'est pas encore très simple, je crois, d'aller le recycler. En tout cas, après, je m'appuierai sur le Shift s'il a des éléments plus précis sur ces éléments de circularité. Bon, je continue à répondre aux questions. En tout cas, la deuxième, est-ce que l'unité de réduction directe, c'est un processus continu ou par batch? Le four à arc électrique est par batch, ça c'est sûr. Des batchs de, en gros, 40 minutes, 1 heure. Le DRI, c'est un processus continu. Base load, donc en termes de consommation d'électricité, enfin pas d'électricité, mais d'hydrogène, qui serait potentiellement de l'électricité en source. Et puis, c'est aussi donc base load sur le gaz ou le chargement. On a des accumulateurs. Et puis, le concept, par exemple, ici, c'est d'avoir 2 fours à arc électriques. On va essayer quand même qu'ils ne soient pas phasés exactement pareil et que les 2 ne s'arrêtent pas en même temps. Donc, on peut déjà avoir un volant de consommation continue en jouant sur les 2, un peu comme un moteur de temps. Hein. Et puis, en plus de ça, effectivement, on a quand même des accus qui peuvent gérer quelques heures de batch entre les 2, enfin de stock
entre les deux. Et vous aviez posé une deuxième question. C'est l'hydrogène et l'acier. Ah oui. Alors ça, typiquement, là, quand on demande aux fournisseurs de nous fournir les installations, on sait quand même. Alors il y en a qui savent encore. Historiquement, Air Liquide est connu pour savoir déjà gérer des flux d'hydrogène dans ses tuyaux. Donc ça demande un coating, ça demande des préparations, ça demande surtout sur les installations intermédiaires entre les tuyaux de bien concevoir les outils. Mais même GRT Gaz, par exemple, avec qui on travaille, se sent capable demain de développer une infrastructure hydrogène. Et nous, a fortiori, dans nos installations, on sait gérer même 100% d'hydrogène dans une installation comme unité de réduction directe. Ce n'est pas ça qui nous inquiète de trop. Et puis, effectivement, on a des experts en métallurgie depuis longtemps qui savent éventuellement nous conseiller sur les nuances d'acier qu'il faut utiliser pour nos propres installations. Mais... Ah non. La préoccupation, c'est plutôt qu'il n'y ait vraiment pas assez de carbone. Parce qu'on a quand même envie d'un petit peu de carbone dans l'acier pour aussi le process du four à arc électrique. À l'extrême, si vraiment il n'y en a plus du tout, il faudra limite remettre un peu de carbone dans le four à arc électrique. Bon, si on amène l'hydrogène pour décarboner, ce serait quand même un comble. Mais ça fait partie des choses qui se posent. Et ceux qui ont des fours à arc électrique ont déjà trouvé des filières où ils arrivent à avoir au moins pour 50% du carbone biosourcé quelque part, là où il faut encore un petit peu de carbone dans le process. Typiquement pour avoir des laitiers moussants au niveau des fours à arc électriques, pour ceux qui connaissent. Et alors la question suivante qui était, alors les SMR, c'est ça votre question ? Alors, pour ArcelorMittal, les SMR, ça ne les intéresse pas forcément. Parce que de base, vous avez compris que le gaz naturel, quand on est sans hydrogène, le cas de base, gaz naturel, on va le craquer dans le DRI. Et ça va devenir de l'hydrogène et du CO, en fait. CO, on le connaît bien. L'hydrogène, c'est ce qu'on peut avoir par ailleurs. Et on va séparer le CO2 intrinsèquement dans notre process. Autrement dit, quand on consomme du gaz naturel, c'est presque de l'hydrogène bleu. Pour ceux qui aiment bien les couleurs d'hydrogène, ça veut dire on va craquer l'hydrogène et on va capter le CO2. Donc si on le fait dans notre procédé, on n'a pas besoin de le faire en amont. Et donc on ne va pas aller chercher de l'hydrogène avec des processus SMR qui émettent du CO2. Ça, c'est plutôt des questions, je pense, pour Air Liquide, qui peuvent éventuellement vouloir fournir demain de l'hydrogène vert à d'autres clients et qui ne voudraient plus avoir de CO2 dans leur process. Mais en tout cas, nous c'est clair qu'on va s'appuyer sur des électrolyseurs. Et là, c'est une technologie concurrente au SMR, quoi. Peut-être que Eric peut répondre sur la question de madame. Non, c'était la deuxième question. Si, c'est bon. Par SMR, vous entendez les petits réacteurs nucléaires. Non, en fait, dans le scénario, on les a pas pris parce qu'on voulait être dans notre triangle de sûreté, c'est-à-dire on est plutôt technophile au shift, mais on veut être sûr que on est en train de planifier des choses pour très bientôt. Hein. Là, on parle de réductions qui ne doivent pas avoir lieu en 2050, mais qui doivent être continues entre maintenant et 2050. Donc, on est obligé quand même de prendre des choses. On a pris des trucs qui n'étaient pas encore éprouvés totalement, comme le carbon capture, voilà. Mais là, c'était encore, on l'a pas pris. On avait eu un débat. Et d'ailleurs, j'ai vu la semaine dernière un article qui disait que la boîte américaine qui est en pointe sur les SMR a des difficultés, qu'il y aura beaucoup de retard. Donc, en voyant l'article, j'ai pas revu le responsable du chiffre qui est en charge de l'énergie. Je me suis dit, ah, il avait raison, le salaud. Oui, et là je comprends, je n'avais pas compris la question. Donc si c'est l'idée d'avoir des petits réacteurs et pourquoi pas un industriel avoir sa propre centrale quelque part SMR, nous comme on le disait juste avant, on a des process base load, c'est-à-dire processus continu, des quantités énormes. On a déjà suffisamment à faire, on s'estime, avec notre core business sur la transformation de notre procédé qu'on doit réinventer pour pas en plus se lancer en même temps dans une aventure du côté de la production d'électricité. On a, je disais tout à l'heure aujourd'hui, une centrale thermique qui utilise nos gaz, mais c'est une centrale
j'allais dire, classique, au fond. Et d'ailleurs, on s'est appuyé sur un partenaire pour ça, en l'occurrence c'est Engie. Donc on va plutôt s'appuyer sur des références dans le domaine. EDF pour l'électricité, ça nous paraît quand même un bon choix. On a la plus grosse centrale nucléaire de France, voire d'Europe maintenant, juste à côté de l'usine. Et encore, on doit faire une infrastructure 400 000 volts, même sur 20 km, c'est déjà un investissement significatif. Mais effectivement, on a besoin de consommation assez constante, et donc il n'y a pas trop d'intérêt de faire notre propre petite usine qui ne sera forcément pas compétitive face à des EPR ou des centrales classiques. Mais c'est vrai que moi je suis convaincu que la décarbonation ira au rythme de notre capacité électrique. Ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'électrification à la fin, la décarbonation. Même l'hydrogène, c'est de l'électricité transformée d'hydrogène. 70% du prix de l'hydrogène, c'est l'électricité. Donc c'est à la fin fondamentalement une électrification. Donc ce sera notre capacité à suivre le mouvement en électricité qui va faire le rythme de la décarbonation de l'Europe et de la France. Bonsoir. Pardon. Guillaume Lu, ingénieur civil. Merci à tous les deux pour vos exposés respectifs. J'ai trouvé à la fois précis et donnant les enjeux globaux, donc c'était très chouette. Une question pour Emmanuel et une question pour Eric. Pour Emmanuel, est-ce que vous pouvez expliquer l'impact entre le choix technologique du DRI et le fait que vous produisiez moins de laitier, in fine, et du coup, quel impact ça peut avoir sur un partenariat comme celui que vous avez avec Ecosem sur la fabrication de ciment bas carbone? Et de manière plus générale, est-ce qu'il y a des solutions qui se cannibalisent en fait, au fil du temps quand vous avancez dans la décarbonation? Et deuxième point pour Eric, est-ce que les chiffres du use case sur le ciment sont réels? Si oui, c'est dingue. Et que font les cimentiers? Bon, bah c'est bien. Je vais répondre premier, puis je te laisse finir du coup. Bon, alors, c'est vrai que quand on progresse, parfois, il y a l'inconvénient du progrès. C'est-à-dire qu'effectivement, le Haut-Fourneau, il avait un gros défaut qui était son empreinte carbone, et qu'il a toujours d'ailleurs, et un petit avantage qui est on peut valoriser le laitier dans le ciment. Le laitier, a priori, de four à arc électrique, parce que c'est là où on aura encore un peu de laitier, celui-là, il ressemble plutôt à un laitier de convertisseur, donc le BOF, dont vous avez vu à un moment dans les chiffres d'Eric apparaître l'acronyme. Hein. Et ce n'est pas des laitiers qui sont demandés pour l'instant, en tout cas, par nos collègues du monde du béton ou du ciment. Après, peut-être qu'on va développer des applications. On ne désespère pas de trouver des applications plus larges que ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, ces laitiers-là, ils sont simplement utilisés comme remblais dans les routes, typiquement. Donc là, faible valorisation, hein, de toute façon, mais bon, il en faut quand même. Mais on n'a pas des grandes applications chimiques établies, et ça fera partie des champs de développement à faire. Voilà. Ok, pour revenir à la question du ciment, les cimentiers sont plutôt... Bon, d'abord, j'ai passé une partie de ma carrière avec eux. J'ai été ensuite consommateur de ciment. C'est un métier, c'est des industriels comme les autres qui font leurs calculs comme les autres. Or, il se trouve que dans leurs calculs, c'est un métier multilocal. Ce n'est pas du tout comme l'acier fait par ArcelorMittal qui voyage. Le ciment, sauf de port à port, mais on va laisser ça de côté. 90% de la consommation de ciment, en fait, elle voyage peu. Ça fait des trajets entre 50 à 200 km, 300 km grand maximum par la route. Donc, si vous avez un petit monopole ou oligopole local, ça roule bien, et ben, vous trayez la vache au maximum. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Europe. On a eu d'ailleurs les usines parmi les moins performantes au monde. Aujourd'hui, hein, n'importe quelle usine chinoise neuve émet moins de CO2 qu'une cimenterie française. On avait encore à Limbre, avant qu'Ekium, qui a repris cette cimenterie d'ailleurs Holcim, c'était une cimenterie à voie humide. C'est-à-dire que c'était absolument hallucinant. Enfin, c'est comme si on disait, enfin, je sais pas, je n'ai pas d'équivalent. C'est des quantités d'énergie incroyables pour arriver à faire la décarbonation de la chaux. Voilà. Voilà. Mais ensuite, ça c'est un problème. C'est des calculs qu'ils ont faits. Et deuxième chose, il manquait des normes. Et la vraie bottage de fesses qui a eu lieu,
et que dont les industriels ont besoin en fait. Les industriels, quand vous êtes patron de boîte, vous avez des injonctions contradictoires en fait, vos jeunes employés qui vous disent non, il faut décarboner, votre directeur financier qui dit fais gaffe, nos résultats sont pas très bons, et puis vos actionnaires qui disent quelle valeur tu crées, en gros, quel dividende tu garantis. Donc c'est le rôle de l'État d'aller mettre des contraintes, soit par la norme, soit par les taxes, enfin d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé là. J'étais hyper dur sur les cimentiers. Moi, quand j'ai fait mon rapport au Shift, c'était il y a 2 ans sur le ciment. Comme on avait un Vicat, c'est le seul cimentier français qui reste d'ailleurs, hein, de grande échelle, je disais qu'on pouvait diminuer par 2 la quantité de ciment en France sans qu'il y ait trop de conséquences sur la construction. Et on pouvait d'ailleurs faire du béton avec beaucoup moins de ciment, ce que les cimentiers ont essayé de bloquer, hein, parce qu'ils ont garanti des normes avec le maximum de ciment. Hein, on peut faire en gros le gâteau avec moins de farine. Le patron du Shift, qui n'était pas opérationnel, hein, c'est Mathieu Ozano, qui est un type super. Je lui dis, mais si on sort ça, on va perdre Vicat comme adhérent. Il dit, non, vas-y, tu le sors. Ce qui m'a fait très plaisir. Mais Vicat, et comme les membres du Shift, ils payent pour se faire engueuler. Donc, il a lu le rapport et il a encaissé le choc. Mais je peux vous dire que depuis que la RE 2020 donc, est passée, cette norme dont je vous parlais tout d'un coup, là, qui met en fait les matériaux en compétition, les cimentiers en fait, ont râlé, ils ont tout fait pour la combattre. Je rappelle que la RE 2020 est sortie en 2022. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, les cimentiers ont fait des manœuvres de retardement. Et ils m'engueulaient, il y en a certains qui m'ont appelé en me disant « tu craches dans la soupe ». D'abord, je ne mange plus de cette soupe du ciment depuis très très longtemps. Hein. J'ai quitté en 2000. Mais surtout, vous allez être plus heureux. C'est-à-dire qu'en fait, le challenge que vous allez à résoudre, avant, votre boîte était aux mains uniquement en gros, du contrôleur de gestion et du directeur financier, quoi, en gros. Hein. Et là, tout d'un coup, il y a à nouveau de la R&D à faire, il y a à nouveau du marketing, parce que vous allez lancer plus de produits. Et il y a 6 mois, il y a 2 cimentiers qui m'ont proposé de faire une conf chez eux. J'étais sûr parce que je suis assez dur sur les cimentiers. Et on veut montrer qu'on a changé. Et en fait, c'était incroyable. Les gars annonçaient des lancements de produits. En gros, pendant 30 ans, ils n'ont quasiment pas lancé un produit. Et là, dans les 5 ans qui viennent, ils vont lancer tous des quantités de produits absolument incroyables avec des variantes décarbonées. Ce qui montre que l'industriel, il faut lui mettre des contraintes. Et là, il réagit. Il ne faut pas compter sur sa morale naturelle. Ça ne marche pas. Alors, on est ravis que vous ayez autant de questions et merci beaucoup. Seulement, on est pris par le temps. Et merci beaucoup Eric, merci beaucoup Emmanuel pour votre temps.